Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais c'est qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Religious Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Messieurs, dames, bien le bonjour, il est l'heure, il est 16h pétante, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. On va démarrer pleine balle, je vais pas vous mentir plus longtemps, je suis plein gaz, remonté comme une pendule. Voilà, les sujets ne manquent pas, voilà, tu vois, on va commencer comme il faut, paf, tu vois, hop. C'est le thème de la journée, je peux vous dire qu'on va ratisser large, 2 heures d'émission, c'est calibré. Je dois partir à 18h pétante, donc c'est calibré. On part pour 2 heures d'émission avec que du gros sujet. J'en ai ras le cul, voilà, je préfère vous le dire tout de suite, à tous les niveaux. Voilà, on va parler politique, Assemblée nationale, on franchit chaque semaine vraiment des caps, vous allez voir, c'est sidérant. On va parler 47-1, le fameux article dont je vous avais parlé mi-janvier. La prophétie se réalise. Je suis le Nostradamus de Wish. On va parler Pierre Palmade. Alors pareil, ça. Et là, ce sera à l'instant pas drôle, mais on va en parler. Et
fin de l'émission, on va parler un petit peu culture, le retour du Cinoche avec le film Babylone. Je vous en livrerai une petite analyse. Alors, c'est pas les cahiers du Cinoche, c'est que mon avis, mais en lien avec l'affaire Pierre Palman. Enfin, vous allez voir, non, c'est une émission cousue, là, c'est de la très haute couture. Et avant toute chose, merci bien sûr, hein, je vois Mister Dean, c'est le 9e mois, merci beaucoup. À Le Martin Blachier, 13e mois, incroyable. À Edouard, juste à côté de moi, merci. Du coup, j'en profite pour te... Bon, merci. Merci. C'est beaucoup plus simple ainsi. 13e mois également, voilà, 13e mois, magnifique. Et également Firiel Venkman, 11e mois, là, c'est le Hall of Fame. C'est le Hall of Fame qui sub, voilà, les amis, pour commencer en beauté, commencer en souplesse. Donc, je peux vous dire, ça va chier des bulles carrées pendant 2 heures. Hein, Ah là, je suis plein de gaz. J'ai pris un café dans le doute, je peux vous dire, c'est une émission qui va me rendre grognon, mais on va quand même papoter de tout ça. C'est important pour décrypter un petit peu ces affaires. Et je vais immédiatement vous mettre à température, hein, avec le Parisien du jour, le journal, naturellement. Voilà, qui nous titre, hein, ceci, l'incroyable récit de la bataille des retraites. Tu sais, toi, tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter une fois de plus pour nous faire croire qu'il y a eu débat et tout ça. Tiens. Oh, malheureux. Ah, je suis là pour vous parler d'autre chose, parce que il y a eu des insultes, il y a eu des bagarres. Bon, ça va, tu vois. On te dit, hein, dans l'article, on a quoi, par exemple? Nanana, nanana. Une fois, c'est l'insoumis Louis Boyard qui lance un sonore «Ferme ta gueule» au modem Erwan Balanan. Une autre, c'est le LR Aurélien Pradier qui manque d'emplafonner l'horizon Laurent Marcangeli pour une sombre histoire d'élection en Corse. Les huissiers sont intervenus. Voilà. Alors, ces gens-là sont ceux qui t'expliquent que, attention, la racaille. Voilà. Hein, racaille de Shanghai, naturellement. Merci à Mireille à 15 qui vient de sub également, 13e mois, merci beaucoup. Donc tu te dis, voilà, bon, ça reste des humains à un moment donné, bon, une salade de phalanges, ça n'a jamais fait de mal à quiconque. Mais là où ça devient drôle, et je vais vous lire l'article sans faire la moindre vanne, d'accord? Je vais vous lire ce qu'il y a dans l'article du Parisien, et vous allez comprendre. Merci à Mireille à 15, je vais le dire très bien. Mes mots. Laissez aller à la buvette. Les insultes, elles, fusent. Pisseuse, t'étais pas née dans les années 80, s'est vue asséner la députée écolo Sabrina Sebaï. Sa camarade Marie-Charlotte Garin s'est fait traiter de jalouse après avoir répondu à Gabriel Attal. Résultat, les députés écolos ont monté un compte Instagram pour dénoncer le sexisme qu'elles subissent dans l'hémicycle et sur les réseaux sociaux. Son nom, Balance ton intimidation. Ces excès sont parfois le résultat d'un laisser-aller du côté de la buvette. Pour un député, c'est ce collègue que des huissiers ont vu vomir. Pour l'autre, c'est la présidente de séance qui, une fois le dîner passé, n'aurait plus toutes les idées en place. Certains députés sont ivres, ça vide les tonneaux à vitesse grand V, rapporte une députée qui a consulté le médecin du palais, avec une alerte de ce dernier. Les députés prennent 3 kilos par an. Un haut gradé de l'Assemblée estime, lui, qu'il manque de bras pour servir les verres. Il n'y a jamais eu de mandature où il y avait eu autant de clients. Il faut réadapter les effectifs. En 15 jours, on a aussi vu les cernes creuser les visages. Des parlementaires dorment à l'extérieur de l'hémicycle parce qu'ils sont crevés, rapporte l'un d'eux. Tous les groupes avaient donné les mêmes consignes. Présence obligatoire pour les débats. Cela s'est vu dans l'hémicycle et à la résidence hôtelière de l'Assemblée. C'est blindé. Il n'y a plus une chambre, sourit une élue Renaissance. Certains députés, dont les circonscriptions étaient en vacances scolaires, étaient venus avec conjoints et enfants. Ils vont désormais pouvoir les retrouver pour quelques jours de vacances parlementaires, à moins que, pas de vacances, j'ai trop de trucs à faire, tranche un insoumis, des valises sous les yeux. Voilà. Alors, avant toute chose, merci à Ingrid Von Horsman, qui vient d'offrir 5 abonnements. Et ça, c'est sympa. Les euros gagnants, les titres 11, Je te dose, Vivou sur de soi, ACPAM 114,79 et Le Dormeur. Voilà. Merci à vous les amis pendant la lecture. Hein, ça s'est passé. L'actu ne s'arrête jamais. Donc, tu sais, tu te dis, là, la description, pardon. Si je te dis pas que c'est à l'Assemblée nationale, tu te dis, tiens, sympa ce nouveau Pierre et Vacances dans l'Orne. Tu vois? Non, non. Les mecs viennent avec leurs gosses, hôtel aux frais de la princesse, buvette illimitée. Prenez, mangez-en tous. Et ces gens-là ne discutaient pas de la largeur réglementaire des ficelles de string. Auquel cas, bon, tu te dis, le sujet est léger, ils peuvent se permettre ce genre de bassesse. Non, non.
Ils discutent de la réforme des retraites. Ça fait un mois qu'on te dit que tu vois, c'est fondamental. Que les gens vont dans la rue, que les gens se mobilisent et tout. Et les autres, ils sont tous là à s'en mettre plein la gueule. Je vous ai dit dans un épisode de La Farce Tranquille que ça finira par des rapports sexuels sur les bancs de l'Assemblée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais demain, on a un journal qui nous révèle que c'est déjà que c'est arrivé entre deux députés. Ça ne choquera personne. Et je suis très sérieux quand je vous dis ça. Ça ne choquera personne. On va avoir deux députés qui vont s'en mancher. Avec un peu de bol, ce sera deux hommes ou deux femmes, et ils nous diront, vous avez vu les députés comme ils sont progressistes, à dégager voix 12. Allez. Et tout ça, ivre et sous cocaïne. Parce qu'on a eu l'affaire Emmanuel Pellerin. Vous en avez peut-être entendu parler le 25 janvier dernier. Mediapart épinglait ce député La République En Marche, enfin Renaissance, pour consommation de cocaïne avant et après son élection législative en juin 2022. Et ils avaient dit, c'est pas bien. Là, attention. Gérald Darmanin et tout, t'as vu, il fait des lois. Hein. Conduite sous alcool, on va y revenir. Tu perds 12 points. Hein. Ils font des lois parce que. Bon, on va y revenir. Arrête, je spoile pas. J'y vais doucement dans l'énervement. Et Emmanuel Pellerin, son groupe parlementaire, donc le groupe Renaissance, avait dit. Enfin, son parti, pardon. C'est très important pourquoi je corrige le mot. Le parti politique d'Emmanuel Pellerin, Renaissance, avait dit attention, Manu, on va te remettre sur de bons rails. Lol. Du coup, t'arrêtes maintenant. On te vire du parti. Et tu sais, tu te dis, bon, consommation de cocaïne, hein, consommation de stupéfiants, ce qui est interdit par la loi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la loi te concerne toi, ta grand-mère et tes gosses. Mais eux, c'est pas pareil. Enfin, visiblement, hein, à en croire ce que disent les journaux, apparemment, c'est pas la même loi. Parce que Emmanuel Pellerin, alors, il a effectivement été viré du parti Renaissance. Par contre, il n'a pas été viré du groupe parlementaire. Et ce serait con de perdre un siège quand même. Déjà qu'ils ne sont pas majoritaires. Non, c'est vrai, vous pouvez vérifier, hein, ça a été évoqué par la presse la semaine dernière. Emmanuel Pellerin siège toujours à l'Assemblée, alors qu'il est potentiellement cocaïnomane notoire. Ça va. Écoute, hein, tu trébuches, bon bah, il y a 200 balles de coke sur la table, tu prends, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein, qui n'a jamais pris un Doliprane? Qui n'a jamais bu un Ricard de trop une fois les vacances d'été arrivées? C'est comme ça, c'est comme ça. Mais une sorte de fil rouge, c'est pas grave. Je ne vais pas vous dire ce que je voulais vous dire dans l'ordre, mais c'est pas grave. Euh, Ce qui est intéressant, là, gardez ça en tête, tu vois. Vous faites vos devoirs, ça va être le fil rouge de la journée. C'est la normalisation des excès de l'élite. Tu sais, c'est un peu parce que je vais dans le mur, il faut que tout le monde y aille. Et gardez vraiment ça en tête, c'est le fil rouge de l'émission d'aujourd'hui, de ce Juste Bistrot que vous avez sous les yeux. C'est cette volonté, semble-t-il, des élites d'entraîner tout le monde dans leur propre déchéance. C'est-à-dire que si Pierre Palmade a pris de la cocaïne, c'est que ça doit être un problème universel. Donc on va légiférer sur tout le monde. On va légiférer sur les 12 points que tout le monde va perdre s'il est pris sous le coup de conduite sous stupéfiant. Sauf qu'en fait, c'est pas tout le monde là qui s'est emmanché pendant un week-end avec de la cocaïne, certes, mais aussi des drogues de synthèse et qui est allé démonter des bagnoles. Tu vois. C'est pas tout le monde. Et pourtant, tout le monde va devoir subir cette loi. Donc, on va y revenir tout à l'heure. T'as vu, je suis devenu déjà sérieux. Tu vois. Ah non, ça va chier aujourd'hui. Bon, on va y aller en détente. Merci à Alain Pontieri qui vient de sauver également 12e mois. Merci beaucoup. Bienvenue à Erben Zarim. Salut, qui dit salut. Première fois sur le chat. Salut à toi, cher ami. Merci à Le Martin Blaché qui a offert un abonnement à mon Bigna Polo. Ça, c'est magnifique. Les grands de ce monde. Donc, voilà, tu vois. Je monte doucement en pression avec Emmanuel Pellerin. Aucune sanction. Le mec est toujours député à l'heure actuelle parce que son parti ne voulait pas perdre un siège, hein, tu vois, hein, ne pas prendre le risque de rater un vote. Ce serait con quand même, ce serait con. Donc ce monsieur est toujours en poste et maintenant on apprend que on a des députés ivres qui se présentent dans les locaux de l'Assemblée. Toi, tu fais ça, tu sais, t'es couvreur zingueur, tu vois, dans une PME, dans les Côtes d'Armor, tu vois. Ben, t'arrives bourré sur ton travail. Alors, bon, j'ai peut-être pas pris le meilleur métier parce que les amis du BTP, on vous voit quand même, hein.
On vous connaît, on vous connaît. Mais vous roulez pas à 7000 balles. Voilà, c'est peut-être la différence. Donc bon, je te dis pas que ça justifie, mais quand même. Disons, toi, tu es secrétaire de direction, d'accord? Dans une société, toujours dans les codes d'Armor, ça j'y tiens. T'arrives bourré au bureau, Philippe, tu prends tes affaires, ton tiroir, tu dégages, Philippe. Tu t'en vas, tu vois. Enfin, Philippe ou un prénom breton, tu fais ce que tu veux. Bah là, les types débarquent bourrés à l'Assemblée et ça va. T'as des huissiers, enfin, c'est ce que dit le Parisien, moi je crois à la presse, hein. Attention, hein. Un député qui a vomi devant des huissiers. Si les huissiers sont pas là pour constater ce qui se passe à l'Assemblée nationale, euh, ils ont autant d'utilité que, je sais pas, Benjamin Griveaux dans une réunion de puceaux, tu vois, ça ne va pas en fait. Qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi, va faire l'huissier ailleurs. Mais ici, t'as un député qui vomit sur tes godasses. Normalement, t'es censé à un moment donné faire un petit compte-rendu, quoi, hein. Parce que t'es pas au bar, t'es pas au balto, tu vois, pour ceux qui ont la ref. T'es pas au balto. Donc, voilà, effectivement, il y a Redgap qui dit ça dans le chat. Les mecs ont dû se contenter de ramasser son vomi et dire vive la République et vive la France. Voilà. Et on est gouverné par ce ramassis d'ordures, hein, disons-le. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. Et c'est vrai, il y a Quentin Zorc qui dit ça. Même au PMU du coin, tu fais pas ça. Et c'est juste. Tu vomis sur le zinc au PMU. Déjà, tu prends un coup de carabine dans le cul, ça détend. Ça calme immédiatement l'alcoolémie. Euh, et puis tu filoches, et puis tu dégages, et tu remets pas les pattes ici, parce que le gérant, il se rappelle de ta tronche, tu vois. À l'Assemblée, tu peux. Donc, si vous voulez, enfin, ces gens-là qui, pour certains, mettons pas tout le monde dans le sac à dos, mais ces gens-là qui, pour certains, se pensent comme l'élite de la nation face aux citoyens moyens, qui a un mélange de beauf et denté, qui écoute Willy Denzé en fin de soirée, que valent ces gens-là, en fait? En termes d'éthique, en termes de morale, de plus en plus, que valent ces gens-là? Ils se droguent, ils sont ivres au travail, ils s'insultent, il y a un absentéisme cruel, mais qui sont qui est la lie de la société en fait? Si on commence à prendre tous ces faits qui s'accumulent, t'as Louis Boyard qui a vendu de la drogue, t'en as un autre qui prend de la cocaïne, enfin, t'en as un autre qui a posé à poil, hein, c'était le mec de le Rassemblement National, je crois pas que ce soit député suisse. Mais au bout d'un moment, qui est vraiment la chienlit, comme disait Chirac? Je ne fais pas de relativisme bidon. Bien sûr qu'on a des problèmes aussi ailleurs en France, dans nos banlieues, dans nos territoires reculés, il n'y a pas de problème. Mais la chienlit, elle peut porter un costume aujourd'hui et une écharpe bleu-blanc-rouge. Alors l'écharpe bleu-blanc-rouge, c'est bien de la mettre en avant et de dire, vous avez vu, on est député, mais s'ils finissent en se la foutant dans le cul, ça fera mauvais genre à l'échelle internationale. Je suis pas, je suis pas géopolitologue, mais au bout d'un moment, si l'Assemblée nationale, c'est le cirque Pinder, il va falloir se calmer. Donc, tu vois, je te dis ça et j'ai même pas commencé le script. Ça va être long, hein. Ça va être très très long. Merci à, je le dis, parce que, tu vois, j'en oublie, merci à Le Richer Gamer qui a offert un abonnement à Biquette de la Vallée 67. Ça, c'est un pseudo qu'on aime. Merci également à Gandolfi 13 Subprime, ça c'est important. Et merci aussi, vous l'avez peut-être entendu si vous êtes arrivé au début. Là, il y a du changement. Le changement, c'est maintenant. Pendant que tout le monde s'en mange à l'Assemblée, on bosse, nous. Euh, c'est Réhausseur Sama, un artiste qui monte. Voilà. Il y a conflit d'intérêts, je le dis volontiers, hein, je m'adapte. Mais vous avez vu une nouvelle chanson officielle. Et il n'y a pas que le monde moderne qui a droit à sa chanson. Hein, ça suffit maintenant. Donc, n'hésitez pas, voilà. C'est un artiste qui monte. C'est quasiment le 50 Cent de l'Est de la France. C'est ainsi qu'on l'appelle, paraît-il. Vous pouvez découvrir, bien sûr, une chanson spéciale pour Juste Milieu que du plaisir. Allez sur tous les sites d'écoute musicale. Est-ce que tu peux nous mettre dans le chat le truc où il y a tout, là, Spotify, tout ça? Il y a un lien. Vous allez écouter ça dans le chat. Mais C'est ce qu'on aime, ouais. enfin, pour le moment, il n'y a pas encore la chanson Juste Milieu, quoi. Il n'y a pas encore la chanson Juste Milieu sur ses comptes, mais ça arrive. Comme ça, vous vous abonnez, vous serez les premiers avertis. C'est du rap, mais sympatoche, tu vas voir. T'as capté. T'as capté l'idée. Si j'écoute, c'est que ça passe. Moi qui viens de Michel Sardou, Kenji, Maître Gims, ça va, ça va. Donc, c'est le rap sympatoche, il y a du rythme, tu peux secouer un peu le cul dessus, on aime bien. On aime bien ça. Donc voilà, le lien, vous avez dans le chat, hein. Edouard a mis ça. Linktree, t'as tous les trucs, tu peux écouter partout.
peut écouter partout. Donc, voilà, les amis, hein, pour cette introduction, l'échauffement, j'espère que ça vous a plu. Parce que c'est coton, ce carré. Instant grognon, si jamais. C'est coton. Il y a un instant grognon. J'ai vu passer les pages. Il y en a deux, mais Ah. bon, est-ce que tu peux les faire plus tard? Ouais, alors, j'ai vu passer, ça va. Merci à Le Martin Blachier qui a offert un abonnement, à Le Poudre également. Merci beaucoup. J'ai vu passer les pages de lecture Marlène Schiappa. Par contre, si ça vous va, j'ai vu c'est Montbigna et je sais plus qui l'autre. Est-ce qu'on peut faire un deal? C'est que je déroule mon script aujourd'hui parce que j'en ai vraiment pour 2 heures calibré. Et on se lit les pages demain. Demain, je suis là. Demain, je suis là. Attends, vérification à ma secrétaire numérique, également appelée smartphone. Demain, je suis là. Demain, je suis là, donc on se les lit demain, si ça vous dérange pas. Parce que là, ça va chier aujourd'hui. Attention, attention. Oui, merci à Macno 2021, que j'embrasse, un copain maintenant. Fidèle parmi les fidèles. C'est de la chienlit, c'était De Gaulle, bien sûr. 1968, merci. T'es mon Julien Pain, voilà. Et je dis ça avec beaucoup de sympathie, naturellement. T'es mon Julien Pain. Par contre, attention avec Donning-Kruger. Je trouve que tu l'utilises peut-être un petit peu beaucoup. Parce que là, c'est juste une connerie de ma part. Pas besoin de mobiliser trop de grosses théories. Donc voilà, merci à Montbigna, on fait ça, voilà. On fera ça demain, c'est promis, juré. Parce que là, aujourd'hui, ça va chier les bulles carrées. Donc on parlera couillasse et train arrière demain, si ça vous veut. Et encore, on va en parler un peu aujourd'hui, d'ailleurs. Donc attention, là aujourd'hui, je passe en mode castagne. Ça va distribuer là comme ça. Alors, on y va dans l'ordre, hein, dans l'ordre des sujets. Accrochez-vous parce que ça va chier. J'ai pas de limite aujourd'hui. On doit se faire ban avant la fin de l'émission. Sinon, je n'aurais pas réussi mon pari. On commence avec le fameux sujet. Hein, comment dire, je vous rebats les oreilles avec ça depuis la mi-janvier, si je dis pas de bêtises. Je vais vous trouver les dates exactes. Hein, exactes. Là, je suis exactement sur la chaîne YouTube de Juste Milieu, formidable chaîne, hein, si jamais certains ne connaissent pas. Je vous ai sorti une vidéo le 12 janvier. C'était un peu le premier volet. Et le deuxième volet est sorti là, sur le 47.1. C'était il y a quasiment tout pile un mois. C'est ça, 17 janvier. On est le 20 février, tu vois. 1 mois et 3 jours. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Merde, je vais le désactiver. Je vous avais parlé de ça. Alors, je veux bien vous remettre la vidéo qui dure 10 minutes. Si certains n'ont pas le contexte, dites dans le chat si vous voulez que je vous la remette en entier, parce que c'est important pour ce que je vais vous dire. C'est rare que, comme on dit, hein, je m'effeuille le concombre en direct. Hein. Je ne suis pas un amateur de l'autocongratulation, mais ce que je vais vous dire là, je vous l'ai dit il y a un mois. C'est pour ça, si certains l'ont pas vu, je peux le remettre. C'est la majorité qui s'exprimera. Est-ce que vous voulez la revoir? Puis au pire, ceux qui l'ont déjà vu, bah, vous coupez et puis vous allez prendre un café, un cafetière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou un Ricard, ce que vous voulez. Voilà, il y a oui, il y a non. Hein, oui. Déjà vu? Non, pas besoin, on le connaît. Ah, mais c'est la démocratie, les copains. T'en as qui n'ont peut-être pas révisé. Donc, hein, c'est bon, c'est 10 minutes. Allez. Allez, bon. Allez, on va dire qu'il y a une majorité de oui. Je vais faire ça, voilà. À la Olivier Véran, bon, on va dire oui. On révise, voilà. Les copains qui l'ont déjà vu, voilà, c'est 10 minutes. C'est que du plaisir. Hein, ça va. Si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Hein, ça suffit maintenant. Parce que ça me permettra de renforcer derrière hein, les insultes que je vais lancer. Parce que là, c'est Mathilde Panot. Allez, hein, on va se mettre la vidéo. Comme ça, tout le monde rattrape l'histoire. Et puis, on en reparle après. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'était il y a un mois. Et la cagolerie va prendre fin. Enfin, la cagolerie a pris fin, du coup. Donc, bon café à vous. S'il y en a qui vont, c'est parti. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. J'espère que vous êtes en grande forme pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui n'était pas prévue au programme. Hein, vous le savez, ceux qui ont suivi notre joli calendrier, notre joli planning de sortie des événements médiatiques hein, chez Juste Milieu, bah, c'était pas dedans. Vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux d'ailleurs chaque semaine. Là, c'est la surprise du chef. Enfin, c'est un Kinder Surprise avec une crotte de nez à l'intérieur. Tu vas voir, on va pas ricaner. Mais avant toute chose, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne Juste Milieu. Et puis, c'est que du plaisir. Tu peux aussi mettre le pouce. Ça, c'est coup double.
on adore. Alors, ceux qui ont suivi, les bons élèves qui sont assis devant, qui ont déjà levé la main, hein, les Hermione Granger de Juste Milieu, vous avez vu la vidéo du 12 janvier dernier où je vous parlais du 49.3 hein, dans ce contexte de réforme des retraites. C'est le contexte du moment. Voilà, ceux qui sont passés à côté du sujet, effectivement, bon là, je peux plus répondre pour vous. Après, si vous êtes là, c'est qu'il y a quand même un espoir à sauver. Alors, dans cette vidéo que vous pouvez revoir hein, sur la chaîne si jamais vous voulez rattraper, je vous expliquais pour faire vite que ce projet de réforme des retraites actuellement en discussion en France est en vérité un symbole hein, de ce que notre démocratie peut faire de pire, hein, ce qui s'est accéléré d'ailleurs sous l'ère Macron, mais on va pas polémiquer sur ça, en tout cas pas aujourd'hui, ce qui est aussi un symbole de la soumission à l'Union européenne qui exige, en tout cas qui propose fermement, on va dire, aux États membres de suivre ce type de réforme, ce qui conditionne également l'envoi de l'argent du plan de relance européen suite au Covid, où voilà, quoi qu'il en coûte, bon, au bout d'un moment, quand tu as les poches vides, hein, il en coûte ton slibard. Donc l'Europe s'est dit, on va imprimer du bifton pour distribuer au pays, mais ce serait quand même très bien qu'ils fassent des réformes pour économiser du pognon, mais bien sûr, c'est pas obligatoire, mais bon, sinon on risque de peut-être pas donner l'argent, donc ce serait con. Enfin bref, rien ne va dans cette réforme des retraites. Ouais, c'est pas faux. Je vous expliquais également que le gouvernement a intégré le projet de loi des réformes des retraites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, ce qui permet de contourner un point de notre Constitution, parce que il y a des sessions parlementaires en France où on examine un projet de loi. Dans ce cas, le gouvernement a droit à un seul recours au 49.3. Par contre, quand il s'agit de l'étude d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, là, c'est 49.3 illimité, une sorte de flunch. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il n'y a que chez Flunch qu'on peut fluncher, et c'est précisément ce qu'a fait le gouvernement pour contourner cette limitation, et donc pouvoir jouir de manière illimitée de son droit au 49.3. Tout ça pour vous dire que c'est une belle enculerie. Pardon s'il y a des enfants qui écoutent, mais bon, faut se boucher les oreilles. Et le pire, c'est le sujet de la vidéo, c'est qu'il y a encore pire que ça. Non, mais c'est pas vrai. Et oui, ce tour de passe-passe concernant le 49.3 n'est pas le plus grave de ce qui est en train de se passer autour de cette réforme des retraites en France. C'est un véritable scandale démocratique, je vous l'ai déjà dit. On ne va pas jeter de l'huile sur le feu alors que les premières manifestations s'organisent en France. On va y revenir, hein. On est le 17 janvier au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais pour tout vous dire, j'ai découvert depuis peu, hein, et le gouvernement va l'utiliser, c'est pour ça que je vous en parle, cet article 47-1 de la Constitution qui ferait passer le 49.3 pour un bisounours. Alors les médias, certains en tout cas, se sont réveillés ces derniers jours pour vous parler de ce 47-1. Vous allez beaucoup en entendre parler dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? L'Opinion, hein, le journal L'Opinion en a parlé dans son édition du 17 janvier justement. On peut lire, ça c'est dans la Constitution française, tous les liens sont en description de la vidéo si vous voulez creuser le sujet. Je vous lis l'extrait. Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de 20 jours après le dépôt d'un projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 50 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. Il ne faut pas avoir peur. Alors bon, c'est vrai qu'on comprend rien, hein. Je sais, nul n'est censé ignorer la loi. En même temps, celui qui a écrit la loi, il faisait en sorte que tout le monde l'ignore, parce qu'on comprend quand même que dalle. En résumé, si à l'Assemblée, dans le cadre de l'examen d'un projet de loi de finances, ce qui est le cas aujourd'hui, en l'occurrence, sécurité sociale, comme je vous l'ai dit, projet de loi dans lequel a été injectée la réforme des retraites. Si il n'y a pas de vote sur 20 jours d'examen du projet de loi, ça va directement au Sénat dans la version du gouvernement. C'est-à-dire, voilà, tous les amendements qui ont été proposés dans ton cul. Voilà. Et ça va directement au Sénat. On le sait très bien au Sénat avec la dominante, hein, républicains qui se sont couchés tels des animaux de compagnie qu'ils affectionnent tant, hein, au point de leur donner le droit de vote. Les républicains risquent fort, en tout cas les sénateurs républicains risquent fort de voter pour la réforme des retraites. Ce qui va faire ensuite que cette réforme va passer, que ce projet de loi de finances / réforme des retraites va passer en commission mixte paritaire, où là encore on sait que la présence des républicains suffirait normalement à faire pencher la balance vers une acceptation. Après cette commission mixte paritaire, on retournerait dans les deux chambres, à savoir Assemblée nationale puis Sénat, pour un nouveau vote qui doit se faire sous 50 jours. Et si tel n'est pas le cas, on aurait un texte mis en œuvre par ordonnance sur décision du gouvernement, c'est-à-dire même pas besoin de vote. Voilà. C'est résumé de main de maître, un vraiment formidable intervenant que celui que vous venez de voir.
Info breaking news, on me dit que le chat vient d'accueillir le désormais célèbre Réhausseur Savane. Vous avez entendu le morceau dans le générique. Donc là, vous pouvez avoir des autographes manuscrits en chat Twitch. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, quand il fera le Zénith, là, ça peut coûter cher. Donc voilà, petit breaking news. Donc, je vous ai mis la moitié de la vidéo, mais c'est l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur ce sujet-là. Donc, cette vidéo, merci d'abord. Merci à MIP59 qui a offert un abonnement justement à Réhausseur Savane. Ça, c'est très bien joué. Ça, c'est très bien joué. Merci à Gaëtan du 44 également. 10e mois d'abonnement, magnifique. Et j'ai vu passer, si je dis pas de conneries, je crois que c'est bon. Je crois qu'on est pas mal. Donc, les amis, je vous parle de tout ça. Le résumé, donc vous l'avez compris, ce fameux article 47-1, donc pendant que tout le monde était en train on va dire, de s'hystériser autour du 49.3, on a ce fameux article, donc vous venez de le voir hein, dans la vidéo. Et ça, je vous l'ai dit, mi-janvier. Donc, il faut se remettre en contexte. Si un glandu comme moi peut vous avancer ça en disant « Attention, ce qu'on va avoir là pendant les 20 jours d'étude du projet de loi, cela ne va être que du spectacle, dans la mesure où les députés, nul n'est censé ignorer la loi, et j'espère encore moins les députés, savent très bien que le gouvernement usera de cet article-là pour accélérer l'étude du projet. Ce qui fait que la France Insoumise, et là, désolé, si j'ai des copains de la France Insoumise qui me disent « Oui, désolé, tu tapes tout le temps sur nous. » Ben oui, mais il ne fallait pas être représenté par une bande d'abrutis. Certains qui figurent dans cette bande d'abrutis, pas tous. Mais en l'occurrence, eux et les autres qui ont misé sur la stratégie de multiplier les amendements, ben voilà à quoi ça sert. C'est que tout n'a pas été voté, parce qu'il y avait trop d'amendements qui ont ralenti l'étude du projet, ce qui a profité au gouvernement, parce qu'on n'est pas allé jusqu'à ce fameux article 7. Et ça, à cause des ralentissements liés à la multiplication des amendements, notamment, pour ne pas parler de leur comportement de cagole à l'Assemblée, où tout le monde s'insultait, et certains qui, d'après le Parisien d'aujourd'hui, étaient même bourrés. Donc, cet article-là est fondamental, je vous le disais il y a un mois. Je ne suis pas devin, mais je veux dire, tu as eu 3 articles dans les journaux qui expliquaient ça, c'était limpide, c'était clair comme de l'eau de roche. Et donc là, on a vraiment un tort partagé et tout le monde prend dans la gueule. De la France Insoumise au RN et compagnie, tout le monde doit prendre dans la gueule parce qu'ils ont joué un sketch, ils ont joué du théâtre. Et je suis désolé, mais c'est la stratégie qu'ont adoptée. La France Insoumise, pour moi, a été dans les premiers à tromper les électeurs. C'est-à-dire à dire, nous, on va s'opposer, on va multiplier les amendements. C'est exactement ce que voulait le gouvernement. Exactement. Donc, je refuse de croire qu'ils sont assez bêtes pour être tombés dans leur piège. Je pense qu'ils l'ont fait sciemment. Et vraiment, je trouve que c'est un comportement de salaud. Je pèse mes mots. Et ça, pourquoi? Pour finir après, venir chanter le chant des Gilets jaunes dans l'Assemblée nationale. Mais à quel moment ils ont une face, ils ont une éthique, ces gens-là? Je parle des têtes d'affiche, parce qu'on pourrait effectivement me faire le procès de m'en prendre qu'à eux et de grossir le trait. Donc, j'insiste, je parle de Panot, Boyard, Bompard, vraiment les têtes d'affiche qu'on voit dans les médias, mais qui sont en fait des candidats de télé-réalité, je veux dire, qui n'ont politiquement aucun intérêt. Parce que s'ils avaient un réel intérêt politique, ils utiliseraient leur tribune quasi permanente pour dire ce que je viens de vous dire. Sauf que moi, je suis un citoyen lambda et c'est pas à moi de vous le dire. Même chose pour Jean-Philippe Tanguy au RN, Marine Le Pen, Bardella et compagnie. Qu'on soit bien d'accord. Parce qu'après, on dit, t'es pro RN, t'as pas parlé du RN. RN, pour Pavélo aussi, qu'on soit bien d'accord. Parce que eux aussi ont du temps d'antenne pour s'en mettre dans la gueule en mode, alors Bardella encore, il y a 2 jours, qui a dit, Mélenchon se comporte comme un chef de gang. Voilà, ils sont capables de ça, de l'invective permanente. Par contre, pour dire ce que je viens de vous dire au peuple, alors bien sûr, ça aurait mis le feu aux poudres, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est ça qu'il aurait fallu dire. Plutôt que faire semblant là, de jouer au cagole qui se crêpe le chignon à l'Assemblée sur le dos de la princesse, on l'a compris. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Donc RN, LFI, les têtes d'affiche à dégager voix 12, ce sont des menteurs qui trompent les électeurs, et ça de manière factuelle. Alors, Macno, cher ami, Macno 2021, qui me dit « Rémi, c'est de la stratégie, tu ne peux pas comprendre, trop compliqué. » Ah mais,
je pense qu'on est d'accord, oui, c'est une stratégie qui vise, au bout d'un moment, à faire perdre toujours le même, c'est-à-dire le peuple. Après, si tu vois une stratégie positive là-dedans, bien sûr. Bien sûr. Tu vois, là, l'examen à l'Assemblée est terminé, ça va partir au Sénat. Donc, la France Insoumise au Sénat, il y a Bubule, ils ne sont pas majoritaires, donc nickel la stratégie. Si tant est que ça passe pas par le Sénat, ce sera commission mixte paritaire, pareil, la LFI ne sera pas majoritaire, donc Bubule. Franchement, super la stratégie. Si c'est ça la stratégie, elle est impeccable. Par contre, il faudra après expliquer au peuple qui s'est fait emmancher que le restant de sa carrière, que la question de la retraite a été traitée par des gens dont c'était la stratégie. Tu vois. Elle est super la stratégie. Hein. Franchement, au bout d'un moment, je m'acharne contre la France Insoumise, mais je le dis à chaque émission, je commence à en avoir ras la soupière, c'est que c'est tout le temps pareil, quoi. La France Insoumise, je respecte l'engagement politique, je respecte la ligne, je respecte les électeurs, bien sûr, mais pour moi, les représentants politiques, ceux qu'on voit le plus dans les médias, sont des énormes pompes à vélo, qui ont trahi leurs électeurs et qui le font depuis longtemps. Élisez-moi Premier ministre. Qui peut encore m'expliquer aujourd'hui que c'était sérieux? Alors effectivement, s'ils pensent que les élections législatives permettent d'élire un Premier ministre, bah oui, dans ce cas-là, qu'ils ne connaissent pas l'existence du 47-1, ça ne m'étonne pas non plus. Merci à Gozmod qui vient de subprime, 7e mois. Merci beaucoup, cher ami. Merci à Chanalia75 qui vient de sub 4e mois. Merci beaucoup. Je vois que ça fait réagir dans le chat. Hein. Il y a du monde. Alors, mon cher Macno, n'hésite pas à me dire pour la stratégie ce que tu entends par là. Je m'enflamme, mais j'avais prévenu aujourd'hui, ça va chier. Mais on peut papoter, bien sûr. Il y a Coiffure de droite qui dit mais l'article 7 sera passé anyway. Donc, ouais, il y a stratégie, notamment vis-à-vis du RN, mais pas concernant la loi elle-même. Mais le problème, que ce soit le RN ou la LFI, c'est que ce que l'on pourrait appeler stratégie s'appelle protection de leurs propres intérêts. Faut arrêter, faut arrêter les bêtises. On le voit, c'est plus évident que jamais. Il y a déjà, d'une part, la question de motion de censure. Si le RN dépose une motion de censure, c'est qu'ils savent très bien que la gauche ne s'alignera pas. Donc, ils savent très bien que leur record de 89, il me semble que c'est passé à 88 députés à l'Assemblée, le RN ne le refera pas si demain il y a de nouvelles élections législatives. Je vous en mets ma main à couper. Ils ne feront pas plus. Ils feront pas plus. Ils feront peut-être un peu moins, peut-être autant, mais ils ne feront pas plus. Ils le savent très bien. Donc ils n'ont aucun intérêt à ce que leur motion de censure passe. Du côté de la gauche, cagole. Cagole terrible. Sandrine Rousseau qui dit non, je ne vote pas une motion de censure d'extrême droite parce que sinon je deviens nazi. Terminé. Voilà. C'est comme si en écoutant les discours de Sandrine Rousseau, on devenait con. Tu vois. Enfin, c'est ridicule, ça ne se transmet pas. C'est pas contagieux la bêtise, ni le fascisme. Tu vois. Donc c'est idiot. C'est idiot. Mais en attendant, pendant qu'il y a ce théâtre-là qui occupe les médias, 2, 3, 4, 5 jours, on parle que de ça. Ben, pendant ce temps, le projet a avancé. Alors si c'était ça la stratégie, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, effectivement, si on va au bout du raisonnement, c'est une stratégie digne, là je reparle de la France Insoumise, hein, c'est une stratégie digne de quelqu'un qui a appelé à voter Emmanuel Macron au second tour. Là, je suis d'accord. Alors mon cher Macno qui répond, Rémi, la stratégie c'est la rue et ni les politiques ni les syndicats. D'ailleurs, CFDT, CFTC signent des accords sur les primes avec le MEDEF. Mais enfin, comment ça tu parles pour qui là? C'est la stratégie de qui? La rue et ni les politiques ni les syndicats. Du coup, on parle de la France Insoumise ou tu m'as perdu, cher ami. Parce que si je comprends bien que la rue, que tout se passe dans la rue et que ça puisse changer les choses, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Mais sans les politiques, donc sans les cagoles de la France Insoumise qui essaient de s'approprier le mouvement. Je pense qu'on est d'accord. Mais là, pour le coup, je rejoins pas une seule seconde ce discours. Et c'est effrayant à tel point que, parce que c'est vrai qu'en fait, faut en venir là. Je vous ai parlé, je vous donne tout ce contexte sur ce fameux 47-1 pour cette séquence. Pour cette séquence, Mathilde Panot, au sortir de l'hémicycle le 18 février. Le gouvernement, ce soir, passe en force. Il passe en force en utilisant l'article 47.1 de la Constitution et en refusant de consacrer plus de 9 jours, et encore, quand vous enlevez les demi-journées, vous n'êtes qu'à 4 ou 5 jours pleins pour l'examen d'une réforme qui va changer la vie de millions de Français. Il refuse de poursuivre des débats, refusant ce que nous avons demandé le vendredi soir de la semaine dernière, c'est-à-dire d'ouvrir les débats le week-end, refusant de déplacer la journée qui était réservée au Parti socialiste, qu'on avait pourtant proposé
de décaler à une date qui était en dehors du temps constitutionnel où nous pouvions étudier ce budget rectificatif. Et ils ont refusé d'ouvrir ce week-end et la semaine prochaine, comme nous l'avions proposé, ce qui est juste, ce qui est sérieux de faire lorsque l'on parle d'un sujet de fond qui, là encore, impacte la vie de millions de Français et de Françaises. Voilà, donc, alors, une première chose, je réagis à ce qu'a dit dans le chat l'ami Pandaboy, et qui a tout à fait raison, qui dit « C'est marrant que personne n'insiste sur les députés LR qui se sont vendus pour un bol de cacahuètes, mais oui, c'est RN et NUPES les traîtres. » Alors, cher ami, effectivement, tu as tout à fait raison de le rappeler. Maintenant, c'est pas faute dans de nombreuses vidéos de dire que, à mon sens, j'irais même un petit peu plus loin que toi, les LR se sont vendus plutôt pour un bol de croquettes, c'est-à-dire qu'un parti qui aujourd'hui fait voter des animaux de compagnie, à savoir chien-chat, pour moi, n'a plus franchement beaucoup de sérieux. Et effectivement, ils ont la fidélité d'un épagnol breton. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, qui se sont vendus à La République En Marche. Maintenant, depuis l'appel de Valérie Pécresse à voter Macron, c'est pas une surprise. Tout comme à l'appel de Mélenchon à pas une voix ne doit aller à l'extrême droite. Donc là, je renvoie tout le monde dos à dos, et tu fais bien de le rappeler, mais ça me semblait assez évident. Ensuite, ce qui est formidable avec Mathilde Panot, c'est que je viens de vous démontrer la chose. Après, bien sûr, les copains, on peut en papoter sur le Discord pour ceux qui veulent. Après, je veux juste vous parler de l'affaire Palmade et de l'affaire Babylone. On a un peu de route, mais on peut en papoter, bien sûr, si vous voulez donner votre avis. Salon vocal sur le chat, Discord. Mais si vous voulez, là, Mathilde Panot, ça devient de l'œuvre d'art d'enculerie. Au risque d'être vulgaire, je suis désolé, mais ça devient de l'œuvre d'art. Vraiment, ça devient de l'art. C'est-à-dire que, non contente de ne pas avoir informé ses électeurs, de ne pas leur avoir dit que d'emblée, le gouvernement pourrait user et abuser du 47.1, en plus, elle et son parti, ils s'approprient la lutte, sous-entendant que le gouvernement a refusé leur proposition de débattre. Mais on arrête quand de se foutre de la gueule du monde, en fait? Enfin, on arrête quand? C'est pas sérieux. À ce niveau-là, c'est de la performance artistique. Je viens de vous le démontrer, tout cela, c'est que l'existence du 47-1, c'est pas le gouvernement qui s'est réveillé vendredi dernier en disant « Tiens, au fait, depuis le début, on sait que c'est activable parce qu'il s'agit d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. » Et maintenant, Mathilde Panot débarque et dit « Ah oui, en plus, ils ont refusé notre proposition de discuter. » Mais quelle proposition de discuter quand de toute façon, tu fais 16 000 amendements sur des détails à la con pour ralentir les débats? Si tu avais envie de discuter, déjà, tu n'aurais pas fait 16 000 amendements. Tu aurais tout misé sur le débat. Donc, c'est de la cagolerie qui se déguise en combat, quoi. Et là, mais vous pouvez me foutre Marine Le Pen à la place Ciotti, qui vous voulez. C'est même pas une question de couleur politique. Vraiment, aucun n'a parlé du 47.1. Donc, là-dessus, je ne vous montre pas de blanche. Il n'y en a pas un qui a parlé de ça. Sauf quand c'était trop tard, c'est-à-dire vendredi dernier. Donc, terminé. Mais à partir de là, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Il y a Drazar35 qui dit « Tu as raison, j'avais pas remarqué que LFI avait tout le pouvoir dans ce pays. Pardonne-moi, il devait taper dessus plus de 50% du temps. » Bon, je lis ton commentaire bien volontiers. Tu vois. Tout le monde s'exprime, bien sûr. Maintenant, bon, je pense que Macron, je leur en mets aussi quelques-unes sur la vidéo. Donc, enfin, en vidéo. Donc, faire un petit procès de pas trop parler de la Macronie, quand même. Bon, voilà. Mais, voilà, c'est foutu. Là, je vous le dis, c'est foutu. Il n'y aura pas de recul. C'est foutu, et d'ailleurs, c'est le journal du dimanche qui nous l'explique, qui a également parlé du 47-1. Et alors, Macno 2021, merci camarade de corriger, et je te rejoins. Rémi, c'est la rue et le sphinx des Gilets jaunes qui va renaître. J'espère. J'espère, parce que de toute façon, il ne reste plus que ça. Et Drazar35, cher ami aussi, papote, même si on n'est pas d'accord, c'est ce qu'on aime. Tu es d'une mauvaise foi absolue. LFI en parle dans chacune de ses interviews. Mon message précédent n'était pas pour toi. Bah écoute, moi je veux bien les interviews, quoi. Je veux bien les interviews. Parce que apparemment, Mathilde Panot, dans la vidéo du 18 février, elle fait mine de découvrir ça. Parce que c'est pas une question de discussion, en fait. C'est pas une question de discussion, c'est que c'est comme ça depuis le début. C'est comme ça depuis le début avec la Constitution. Et admettons, ils en parlent tout le temps, comme tu dis. Je suis d'accord. Ok, si tu veux. Ils en parlent tout le temps. Ok. Dans ce cas-là, pourquoi poser 16 000 amendements? Si tu sais pertinemment que la fenêtre à l'Assemblée nationale est de 20 jours. Et que derrière, ça va être une promenade de santé pour le gouvernement, vu qu'il y a une majorité LR au Sénat. Enfin, LR, LREM. Donc, s'ils le savent,
pourquoi ils ont fait ces 16 000 amendements pour ralentir les débats? C'est encore plus con que prévu dans ce cas-là. Je veux bien te l'accorder, si tu veux, ils en parlent tout le temps, pas de problème. Mais c'est encore plus con quand même. Enfin, je t'avoue que là, j'arrive encore moins à suivre, par contre. Donc, l'article du journal du dimanche, en fait, qui dit ce que je vous dis, je vous lis les passages, hein, parce que c'est du miel, hein, sur le 47.1, pareil, hein, qui donne les éléments, hein, qui étaient connus depuis le début. Le texte est désormais entre les mains des sénateurs, puis in fine d'un cénacle de 14 parlementaires où les macronistes et la droite sénatoriale font la loi, la commission mixte paritaire. La Haute Assemblée entamera ses débats à partir du 2 mars en séance plénière sur la base du texte initial du gouvernement, complété des amendements que l'exécutif aura souhaité retenir. C'est ainsi que l'article 2 sur l'index senior, bien que rejeté par les députés mardi, devrait faire son retour. Alors, cher Drazar35, je vais dans ton sens. La France Insoumise, depuis le début, dit que ça va se passer comme ça. Ils ont célébré le rejet de l'article 2. Ah, ils ont chanté les Gilets jaunes, t'as vu, ils ont chanté, ils étaient contents, ils ont applaudi. En sachant très bien qu'avec le 47.1, l'article serait de toute façon réintégré. Si je te suis, ils sont profondément cons. Honnêtement, je préfère encore qu'ils ignoraient l'existence. Qu'ils ignorassent l'existence de l'article. Franchement, je préfère encore. Hein. Parce que ça veut dire qu'ils seraient cons, qu'ils n'auraient pas de mémoire. C'est encore pire. C'est encore pire. Donc, moi, je veux bien, mais... Voilà. Rémi, les articles... Alors, il y a mon Macno 2021 qui dit Rémi, les articles de loi sont l'aspect des avocats et juristes 47.1. Idem Dupond-Moretti vient d'être sauvé par un article de loi qui blanchit. Mais, oui et non. Dans le fond, c'est tellement complexe. C'est ce que je dis dans la vidéo. C'est tellement complexe que voilà. Mais nul n'est censé ignorer la loi. Et le problème, c'est que quand tu regardes la loi, effectivement... c'est un bazar sans nom. C'est un bazar sans nom. Il y a mon Drazar35 qui dit, comme j'ai dit, je suis pas pro LFI, je dis juste que tu es de mauvaise foi parfois. Je suis prêt à reconnaître tout ce que tu veux. Mais par contre, si tu m'expliques que la France Insoumise n'a fait que parler du 47.1 pour en arriver là, eh ben putain, c'est pire que ce que je pensais. Et franchement, je vois, enfin, je veux bien être de mauvaise foi, mais j'y arrive même pas. Parce que les faits sont de mauvaise foi, visiblement. Donc c'est assez terrible. Donc on continue dans les réjouissances. Hein. Majoritaire au Sénat, les Républicains et les centristes devraient voter sans rechigner un report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite qu'ils réclament chaque année dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Bon, après, il y a peut-être sur des changements potentiels et tout ça. Sur la base de leurs travaux, la commission mixte paritaire sera ensuite chargée les 13 ou 14 mars de rédiger la version définitive de la réforme. Autour de la table, 7 députés et 7 sénateurs choisis pour leur expertise et pour la plupart inconnus du grand public. Leur champ de compétences est large, il concerne toutes les dispositions qui n'auront pas été votées dans les mêmes termes par les deux assemblées, leur discussion protégée par le huis clos et la durée de leur débat illimitée. Voilà, c'est ça que permet l'article 47-1. C'est qu'en plus, en commission mixte paritaire, les débats sont à huis clos. Ils ont tout le temps qu'ils veulent pour faire n'importe quoi. Voilà. Donc voilà la stratégie des partis d'opposition, tous confondus. Voilà ce que ça permet. Donc c'est roue libre. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que le texte qui peut sortir de cette usine-là peut être encore pire que le texte initial. Parce que, qu'est-ce qui se passe ensuite? Du coup, je vous lis tout l'article. Hein. C'est le journal du dimanche. Pour l'exécutif, c'est le terrain de jeu idéal. Avec 8 sièges sur 14, la majorité présidentielle et la droite sénatoriale y sont majoritaires. La Macronie y compte en effet 4 représentants, 3 députés Renaissance parmi lesquels devrait figurer la présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée, Fadila Khattabi, et la rapporteure du texte, Stéphanie Rist, ainsi qu'un député modem, Philippe Vigier. La majorité sénatoriale, elle, pourra s'appuyer sur 3 sénateurs LR, dont la présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat, Catherine Deroche, et le rapporteur de la réforme, René-Paul Savary. Bon bah nickel. Le rapporteur de la réforme qui va siéger dans le truc. Elle est pas belle, la salade? Voilà. C'est-à-dire que demain, je fais une loi pour augmenter mon salaire à 100 000 balles par mois, et c'est moi qui vais voter derrière. Qui vais décider sur mon texte. J'ai une voix sur 14. On est pas mal. On est bien, là. Hein, autant dire que les 5 voix des opposants à la retraite à 64 ans venus de la gauche, une sénatrice socialiste Monique Lubin, un sénateur communiste, un sénateur RDSE et un député LFI, sympa la stratégie, ou du Rassemblement national, représenté par un député, ne pèseront guère. Reste que le compromis conclu en commission mixte paritaire devra ensuite être soumis à l'Assemblée et au Sénat pour un ultime vote sur un texte à prendre ou à laisser, les parlementaires n'ayant plus le droit de le modifier. Et en dernière ligne, qu'est-ce que nous dit le journal du dimanche?
Dans ce cas, la Première ministre pourrait se résigner à ce qu'elle voulait à tout prix éviter, dégainer l'arme du 49-3. Terminé. Alors, je prends les messages, c'est vrai qu'en priorité des amis de Razard35 et Macno 2021 pour nourrir le débat, justement, parce que c'est vrai que je vous donne ma vision, c'est bien d'avoir d'autres bruits, hein, c'est normal. Razard35 qui dit « Après, pour te donner le fond de ma pensée, je préfère des LFI qui ont fait ce qu'ils ont fait, même si je ne suis pas d'accord avec tout, que des Le Pen qui se la jouent calme pour paraître acceptables et républicains, ce qu'ils ne sont pas. Je suis tout à fait d'accord. Eux, pareil, la famille de Bélier, on ne les a pas entendus. Ils ont fait un projet de loi sur quoi? Pour encadrer la vente de la galette. Je vous jure que c'est pas une blague. Je vous jure que c'est pas une blague. Tu as des députés RN qui veulent encadrer, ils ont fait une proposition de loi pour la galette des rois. Voilà, je vous le montre, hein, pour vous dire, hein, c'est là. Article unique, la galette des rois dans les commerces de la moyenne et de la grande distribution ne peut être commercialisée avant le 2 janvier suivant, le dernier jour férié légal de l'année civile, au sens de l'article L3133-1 du Code du travail après le 31 janvier de la même année. Voilà. Le RN, ils font ça. Donc, cagole, pareil, pompe à vélo, ça dégage. Et l'ami Macno 2021, Rémi, oui, tu es de mauvaise foi, la LFI représente 20% de l'Assemblée nationale, elle représente les prolos français face aux 80% de députés qui défendent la grande bourgeoisie eux-mêmes. Oui, bah, si tu veux, si tu veux. Ils défendent tellement bien les prolos que sur la réforme des retraites, ils ont été comme ça. Ils ont été tip-top. Je sais pas, il y a de la mauvaise foi. Enfin, parce que tu penses qu'ils font pas partie de la bourgeoisie, en fait. À part Rachel Keke, ils sont où les ouvriers chez la France Insoumise? Il y en a combien? Il y en a beaucoup? Moi, je veux bien, mais... C'est toujours un petit peu pareil. Si je veux au fond de ton raisonnement, ils sont où les prolos dans la France Insoumise? Je te l'accorde, c'est pas mieux chez les autres, mais ce jeu de comparaison, au bout d'un moment, ça suffit. Et analysons sérieusement la chose, ils sont où les prolos chez LFI? Il y en a combien? Alors Rachel Keke, qui est femme de ménage, t'as vu, ils la brandissent. Hein. Ils n'hésitent pas une seule seconde en disant, vous avez vu, c'est tellement rare qu'ils en ont qu'une. Ils sont obligés d'en mettre une en avant. Sinon les autres, ils sont professeurs. Louis Boyard, il a fait quoi dans sa vie? Je vais te dire, je vais rappeler qu'il a vendu de la drogue. On va dire, oui, mais t'insistes. Oui, mais désolé. Enfin, moi, je veux bien être de mauvaise foi, mais les faits, visiblement, sont de mauvaise foi. Et je m'en excuse pour eux, mais c'est terrible. Alors, il y a Skunk STK, première fois sur le chat. Salut à toi, qui dit, si je comprends bien que l'opposition ait fait son cirque ou non, ça n'aurait rien changé. Ils le savent bien. Finalement, tout ça n'est qu'une vaste mascarade. Absolument. Absolument. C'était une question. Tout ça n'est qu'une vaste mascarade? Ouais, je n'avais pas mis la forme. Mais absolument. C'est pour ça que cette motion de censure était indispensable. Il n'y avait que ça qui aurait pu permettre de stopper les débats. Il n'y avait que ça. Et donc le RN a sorti sa motion de censure au pire des moments parce qu'il savait très bien que ça ne passerait pas. Et la gauche a dit ah non, non, on ne vote pas des trucs d'extrême droite. Il n'y avait que ça. Maintenant, il reste la rue. Et donc si ça part en couille, on va s'étonner. Mais les gens se battent pour leur vie aujourd'hui. Les gens se battent pour leur vie. Il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre. Et là, ça va commencer à chier des bulles carrées, et on va avoir des politiciens qui vont venir faire leur pudeur de gazelle en disant « Ah là, c'est pas bien d'être violent dans la rue ». Mais il reste quelle possibilité aux gens? Il reste quelle possibilité? C'est ça le problème. Je prends les messages du chat, ça fait beaucoup réagir, hein, les amis. Razard35, mais LFI avait juste pas d'autres moyens que ceux qu'ils ont utilisés. Tout cela est la faute du gouvernement. Ça, par contre, c'est faux. Alors, je m'inscris en faux face à ce que tu dis. Pour moi, c'est complètement faux. Il y avait la motion de censure. Il suffisait juste d'arrêter. De faire les malins à dire ah non, on vote pas l'extrême droite, sinon ça passait. Et ça aurait pu être utile aussi de ne pas appeler à voter Macron. Après, voilà. Quentin Zor qui dit tous les mêmes du moment qu'ils ont leur siège et leur salaire, ils votent n'importe quoi et balancent n'importe qui. Miss Deans, non mais la mauvaise foi consiste à croire que RN et LFI ne nous prennent pas pour des cons. Regardez les programmes et dites-moi comment ils les appliquent sans sortir de l'Europe par exemple. Quentin Zor qu'ils s'en foutent de vous le peuple. Panda Boy, Caroline Fiat, cette comtesse du 16e. Macno 2021, les stats ont été donnés la semaine dernière par Alexis Poulain. Hardiska, il a quand même un peu raison dans la mesure où la NUPES est la seule mouvance à l'Assemblée à voter des lois favorables aux classes populaires, mon Rémi. Je sais, c'est un faute de mieux insupportable, mais soyons honnêtes. Gros Clodo, Ruffin, oui, c'est le seul qui fait des choses respectables. Alors, paraît-il qu'il y a quand même ces histoires d'échanges, de grève organisée avec Macron. Ça, je sais que pareil... Ça, ils n'aiment pas rappeler ça, mais
Après, je dois être tout à fait prudent avec vous, c'est que j'en ai beaucoup entendu parler. Hein. Juan Branco qui avait révélé que Ruffin avait eu des accords secrets par 2 fois avec Emmanuel Macron pour instrumentaliser une grève. J'ai pas assez bossé le sujet, j'ai pas les preuves. Attention que je mette le nez dedans. Mais paraît-il que Branco s'est excusé, bon, c'est un petit peu complexe. Je vais bosser dessus et on va voir. MIP 59, c'est donc ça la réponse. Le seul moyen d'action reste la rue. Rim Cacus, merci Rémi, tu parles vrai. Je vous donne mon avis, les amis. Vous connaissez la prudence. Attends, là, je m'emballe, mais ça reste mon avis. Et l'idée, c'est qu'on puisse papoter ensemble. Pour ça, je lis beaucoup de messages du chat. Comme ça donne d'autres avis, d'autres. Ah, j'en perds mes mots. Ça donne d'autres. Point. Vous mettez ce que vous voulez. Cook 54, ils vont nous refaire la commune C. 3 petits points, même 6 petits points. Bobby is back le retour. Et même s'ils ne sont pas de mauvaise foi, le seul vrai move, c'était de finir vraiment avec tous ceux qui ne sont pas couchés devant Macron. Je suis d'accord. Roma 83R, il y avait une autre méthode, c'est le référendum proposé par Dupont-Aignan. Mais il fallait 185 députés signataires, mais une trentaine seulement à signer. Effectivement. Bameblas, mais Rémi, c'est l'Union Européenne qui pilote Drazar 35, mais les Républicains voteront jamais une motion de censure. Là, vraiment, t'es de mauvaise foi, désolé, c'est juste pas possible. Mais il n'y a pas besoin des Républicains, cher ami. NUPES et RN, ça suffit amplement pour la motion de censure. Donc, faut arrêter avec la mauvaise foi, les amis. Faut se donner des arguments. Hein. Ça invalide pas plus de dire je suis de mauvaise foi ou pas. Hein. Qu'on soit pas d'accord, c'est une chose, mais... Rémi, oui, tu es de mauvaise foi, il n'y a jamais eu autant de ministres millionnaires en France depuis ce gouvernement Macron. Oui, je sais, mais je vois pas le rapport. Des ministres ne sont pas des putes. Enfin, oui, je sais, on en a parlé dans le juste mensuel. J'ai même écrit un papier avec mon petit stylo bic. Donc, je suis au courant, mais là, tout de suite, je vois pas le rapport. Bah, tu veux que la Macronie soit peuplée de salauds, c'est pas une découverte. Hein. Et ouais, là, je pense qu'on est d'accord. Angry Bonnersman, Tatiana a fait une vidéo sur Ruffin et les grèves, je crois. Gritch Atreides, salut, première fois sur le chat, qui dit les députés, les représentants du peuple, ils ne sont pas représentés le peuple. De mon côté, je n'ai jamais vu un député nous demander notre avis. Et vous Macno 2021, Rémi, fake le dossier Branco versus Ruffin. Attention, tu glisses. Et j'ai dit que j'en savais rien, ça va. Oh. J'ai précisément dit que j'avais pas assez bossé le sujet, que je pouvais pas être affirmatif. T'es mignon comme tout, cher ami, il faut se détendre aussi. Camomille, comme disait l'autre chez Pascal Pro. Caroline Mécari, bien sûr. On a quoi d'autre? Drazar 35, 150 plus 89, ça fait pas la moitié. On est à combien? On est à 239. Effectivement, il manquerait un peu du monde. Sur la NUPES, ils sont 150 députés. Ils nous ont rabattu les... Oui, si, c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai, du coup. Non, mais c'est vrai que t'as raison, il faudrait une mobilisation des autres. C'est juste. Non, mais tu vois, si j'étais de mauvaise foi, je t'aurais ban. Hein, t'as raison, c'est vrai, le calcul est bon. Si NUPES c'est 150, effectivement, ça suffit pas. Mais il faudrait en fait que tous ceux qui arrivent devant les caméras pour dire on est contre Macron, on est pour le peuple, votent. Hein. Là, je pense que tu peux avoir la moitié. Mais t'as raison de rappeler le calcul. Tiens. La bonne foi, c'est important. On a quoi d'autre dans le chat? Elle, petit neuf. Maintenant, si au retour du Sénat, la loi est rejetée par vote dans le temps imparti, que se passe-t-il? Commission mixte paritaire, et ensuite ça va être du 49.3. Ça finira en 49.3, à mon avis. Hein. Effectivement, Panda Boy qui précise également, non, LFI et RN, ça suffit pas. Voilà. Tu vois, t'as vu, on discute, on échange, ça va. Tout de suite, ils s'énervent. À chaque fois, quand on parle de la France insoumise, les gens s'énervent. Enfin, quand on parle politique, parce que c'est énervant. Et c'est ça, parce que là, on est entre nous. On est sur un endroit sympa, on se fend la gueule. Mais attention, parce que la tension qu'on peut observer dans notre petit Twitch, dans la rue, ça va finir en pavé sur la tronche. Hein. Et moi, alors bien sûr, oui, on va dire violence policière et tout. On se relance pas là-dessus parce que sinon on en a jusqu'à demain. Mais moi, je pense aux flics, si tu veux. Alors pas ceux qui ont envie de casser du manifestant, mais je pense aux flics qui vont devoir encore subir des vagues de manifs vénères, alors que eux aussi, ils vont subir la réforme, cette escroquerie de réforme des retraites comme les autres, tu vois. Donc c'est aussi ça, tu vois. Par contre, demain, les membres des forces de l'ordre se retournent pour lutter contre la réforme des retraites. Là, on va commencer à ricaner. Là, on va commencer à s'éclater. Donc, moi, j'en appelle aux représentants des forces de l'ordre. Hein.
Ouais. Si les représentants des forces de l'ordre commencent à dire, bon, bah nous, peut-être pas trop envie de représenter l'ordre, hein. Là, ça va commencer à claquer des mollets quand même à l'Élysée, hein. Je te parle pas d'un coup d'État, attention, parce que sinon on va me dire oui, Rémi, nanani, nanana. Mais bon, au bout d'un moment, ça passera par là, parce que vous avez compris, à l'Assemblée, on peut jouer effectivement sur les calculs, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et c'est pour ça qu'on papote ensemble, les copains. Mais demain, les flics et ou l'armée se disent, bon, allez, tiens, on va y aller aussi. Attention les yeux, hein. Attention, mesdames et messieurs, ça va commencer. Donc on verra. On verra. Voilà. J'en appelle surtout voilà, à nos amis citoyens des forces de l'ordre, citoyens, citoyennes, ceux qui n'ont pas envie de casser du manifestant, c'est-à-dire la majorité, qu'on soit bien d'accord. Bah, hein, t'as capté. C'est l'occasion de manger un petit barbecue avec les syndicats. Ce serait une belle image. Une belle image. Pour une merguez. Hein, la merguez de la paix, quelque part. Alors, je suis un petit peu le Gandhi de la boucherie chevaline, mais c'est vrai que c'est à réfléchir, hein. Moi, je pense que c'est à réfléchir, hein. Donc voilà, parce que ça tient à ça aujourd'hui, hein. Ils ont tout contre eux. Les sondages dont ils se glorifient en période politique ou quand il s'agit de défendre leurs conneries, les sondages, c'est super. Tu sais, ouais, super, sondage. Là, même les sondages sont contre eux, et t'as Olivier Véran qui débarque et dit non, c'est bon. On trouve toujours les mêmes dans la rue, il a dit c'est bon, en fait, les gens sont avec nous. Ben oui, mais... Donc, on verra après, voilà, il y a Macron 2021, il est énervé, hein. Je sais pas si tu as changé le café à la baraque, mais t'es énervé, là. Ah, non, je plaisante. Je t'embrasse, bien sûr. Qui Rémi, la police, la gendarmerie ont toujours collaboré avec le pouvoir. Je sais. La gauche aussi a collaboré. Non, je rigole, pardon. Mais il va me gronder, après il va dire, t'es mauvaise foi. Non, mais toujours ne veut pas dire éternellement. C'est de personne, cette phrase. Non, je aimerais bien citer des grands penseurs, mais comme elle est nulle à chier, elle est de moi, en fait. Donc on verra. On verra ce que ça donne, mais bon. On va se remettre un petit peu de baume au cœur. On va aller sur un sujet beaucoup plus léger. Alors, la parenthèse, il y a une séquence que je voulais vous diffuser, qui date du 15 février 2023. L'ami Jean Lassalle. L'ami Jean Lassalle qui a réitéré ses propos sur Emmanuel Macron qui ne serait pas vacciné. Il n'a toujours pas été attaqué en justice pour diffamation. Là, je me suis dit mince. Et on va voir ce qu'il nous dit. C'était dans l'émission Jordan de Luxe, enfin chez Jordan, sur CNews, me semble-t-il, ou C8. C'est quelque chose. Mais en tout cas, c'est la déclaration de Jean Lassalle. Vous avez regretté d'avoir fait ce vaccin, Jean Lassalle? C'est-à-dire, déjà, quand je l'avais fait, j'avais averti. Parce que tout le monde montait sa blanche chemise. Le président Macron, qui d'ailleurs n'a jamais été vacciné non plus. Non, mais attendez, ça c'est vrai? Attendez, Jean Lassalle, ça c'est incroyable ce que vous dites. Quand vous dites ça, vous dites le président Macron qui n'a jamais été vacciné. Ça, c'est une vérité? Mais bien sûr. Mais vous vous rendez compte, c'est terrible ce que vous dites. Mais pratiquement aucun d'entre eux. Mais attendez, moi je vous montre une photo. Là, regardez, on va prendre M. Véran. Regardez. Ah ben oui. Monsieur Véran, pas M. Macron, M. Véran. Là, il se fait bien piquer, M. Véran. Oui, bon, vous savez, il y a des mises en scène. C'est une mise en scène, ça? Ouais, mais Véran, je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments sur Véran. Mais Macron, vous êtes sûr et certain? Oui, absolument. Et comment vous le savez qu'il ne s'est pas fait vacciner? Parce que beaucoup de chefs d'État ont leur propre état-major autour. Et ces vaccins n'étaient absolument pas sûrs. Parce qu'ils n'avaient pas passé les délais qui sont demandés par les diverses organisations pour être testés et pour être absolument certains qu'il n'y avait aucun problème. Et regardez, et je l'ai découvert ensuite avec le corps médical, le nombre de tumeurs au cerveau qui ont découlé après, c'est vraiment une augmentation exceptionnelle. Nombre de problèmes cardiaques, nombre de cancers qui sont repartis, alors qu'on les croyait arrêtés depuis 10 ans, et qui deviennent des cancers qui vous détruisent en 10 ou 15 jours. Mais regardez autour de vous, vous allez en trouver. Oui, bien sûr, mais ce que vous vous rendez compte, c'est super grave ce que vous dites. Ça veut dire que vous dites qu'en gros, ils nous ont menti. C'est la séquence choc du moment, Jean Lassalle qui maintient ses propos. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, hein, mais c'est vrai que je trouve ça quand même très intéressant que, à l'heure actuelle, il n'ait reçu aucune poursuite en justice. Aucune. Nada. Donc, affaire à suivre un petit peu là-dessus, mais
petite transition voilà, sur Jean Lassalle, on en reparlera hein, si vous le souhaitez. Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Il y a coiffure de droite qui dit discours de comptoir fidèle à lui-même. Là, je vois pas pourquoi. Quentin, vous êtes énervé aujourd'hui, c'est fou ça. Hein. Quentin Zor qui dit il va aller faire un petit tour en asile peut-être. Vous êtes méchant quand même. Faut se détendre. C'est juste milieu ici, c'est le juste bistrot, attention. Hein. On s'attaque pas entre clients. C'est méchant quand même, je trouve ça. Enfin, faire un petit tour en asile, ça va. Il n'y a pas dit des conneries non plus, quoi. Ah, pardon, j'avais pas compris, Quentin Zor. Pardon, effectivement, non, la Macronie envoie en asile une semaine. Pardon, cher ami, j'avais pas compris, excuse-moi. Je présente mes excuses à la Misorque. Excuse-moi, bien sûr. Tu vois. Moi aussi, je suis tendu. En même temps, je l'avais annoncé que j'avais envie de casser les gueules aujourd'hui. Tu vois, t'as failli prendre une balle perdue. Et voilà, mais que je m'excuse parce que, hop, on n'est pas de mauvaise foi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sujet un peu plus léger, un peu plus sympa. Hein, voilà, hein. L'affaire Pierre Palmade. Voilà, l'affaire Pierre Palmade. Alors, je suis là, pour le coup, je suis de mauvaise foi. Là, par contre, je me le mets volontiers. Je vous avais dit que je voulais pas en parler des tonnes parce que c'est une affaire où des gens sont encore à l'hôpital, il y a encore des gens qui souffrent, il y a potentiellement voilà, un gosse de 6 ans qui a été défiguré suite à l'accident. Donc ce qui se passe est terrible. Ce qui se passe est terrible. Mais je vous donne dans les grandes lignes. Hein, je pense que vous avez suivi. De toute façon, on ne parle que de ça. Donc, je ne vais pas vous détailler point par point ce qui s'est passé comme je peux faire parfois sur d'autres sujets. Mais dans les grandes lignes, on l'avait déjà évoqué la semaine dernière. Il y a eu une mobilisation médiatique que je trouve extrêmement gênante. On se posait la question hein, dans le Juste Bistrot la semaine dernière, à dire bon, ok, on a un fait divers, aussi terrible soit-il, on a un fait divers, un accident de la route, comme malheureusement ça arrive tous les jours, et il y a toujours trop de vies qui sont enlevées sur la route. Une, c'est déjà une de trop. Là, il se trouve que le responsable, pour l'instant celui qui semble être tenu pour responsable de l'accident, n'est autre qu'une vedette bien connue du théâtre et du cinéma, à savoir Pierre Palmade, qui était déjà très bien connu pour des faits de drogue, des faits de récidive, des faits d'accoutumance extrêmement poussée, enfin voire même de dépendance. Bon, le mec était toujours là. On peut dire couvert par le système médiatique quand le mec revient pour vendre son bouquin, pour expliquer « Bon, maintenant, ça suffit, j'arrête d'y toucher ». Bon, bah, en fait, rebelote peu de temps après. Donc, on a déjà un contexte qui gratte la gorge. C'est-à-dire, on a une vedette du showbiz, hein, voilà, comme on dit facilement. On a une vedette du showbiz qui a toujours profité d'une forme d'impunité morale. C'est-à-dire que un type dépendant qui habite en France périphérique, on le laisse plus ou moins crever dans sa pisse au bout d'un moment, tu vois. Mais là, il écrit des livres. Donc voilà, c'est deux salles, deux ambiances. Il écrit des livres pour dire ah, quand même, la drogue, c'est pas bien. Et j'en prenais encore hier, je me disais vraiment, c'est pas bien. Donc, on a déjà un décalage intéressant sur la perspective de la dépendance, la perception, pardon. Perception de la dépendance, perception de ce genre d'affaires, où, comme dans d'autres sujets, et on va y venir, un dépendant, une personne dépendante connue, c'est une erreur de parcours. Un lambda dépendant à la drogue, c'est quelqu'un qui n'a pas su profiter de la vie et finalement, tant pis pour lui, tu vois. Petite parenthèse, mais vous comprendrez pourquoi je suis fou amoureux d'Amy Winehouse, qui a eu dans sa vie, la chance ou la malchance, c'est terrible, mais d'être considérée comme les deux à la fois. C'est-à-dire qu'elle était la chanteuse incroyable qu'on connaît, qui pourtant n'a pas été couverte par son milieu de prédilection, par le showbiz, qui l'a très très vite lâchée, en plus avec les tabloïds sur le dos. Mais la trajectoire d'Amy Winehouse, c'est passionnante parce qu'elle a été les deux à la fois. Elle a été en même temps, comme dirait l'autre, la paria et l'étoile filante, pour ne pas dire l'étoile noire. T'as capté la ref. Donc, comme Kurt Cobain, absolument, mon Quentin Zorc, absolument comme Kurt Cobain et d'autres. Donc, on a, parenthèse fermée, on a avec Pierre Palmade quand même une forme d'impunité, autant morale que judiciaire,
qui déjà pouvaient questionner, avant même le drame. Avant même le drame. Et là, c'est le jeu de domino. Arrive l'accident dans les conditions que vous connaissez, je vais pas le répéter, de toute façon je suis pas juge, je suis pas enquêteur, je vais pas vous donner les éléments de oui mais machin a dit ça, machin. Avec des éléments qui très vite ont été intrigants quand même. On a cette histoire qui est sortie aussi vite qu'elle a disparu de cambriolage dans la nuit. Enfin, comment dire, on a la perquisition un certain jour. Dans la nuit qui suit la perquisition, on a un cambriolage à la maison de campagne de Pierre Palmade. Enfin, espérer trouver les voleurs à part de la drogue et des godes, pour être un peu cru. Donc on a déjà des éléments qui sont sortis comme ça très rapidement et qui ont disparu aussi vite qu'on ne comprenait pas franchement. Il y a l'histoire, un des fameux passagers, un des deux passagers qui était avec lui. Alors, tantôt c'était pour aller faire des courses, tantôt il voulait il voulait aller à la pharmacie, tantôt certains pensaient que c'était pour recharger la drogue. Enfin, c'est d'ailleurs Hanouna qui l'a dit, donc peut-être qu'on peut lui faire confiance sur le sujet. Depuis le début, rien ne va, avec des versions qui se succèdent, qui se contredisent, qui disparaissent, qui apparaissent. On a eu l'histoire du téléphone qui avait disparu. Donc le jour de la perquisition, on ne trouve pas le téléphone, et puis finalement on le retrouve le lendemain parce qu'en fait la dame de ménage l'avait déplacé. Enfin, c'est abracadabrantesque de bout en bout. Sauf que là, c'est en train de se corser. Parce que on a déjà un Pierre Palmade qui est, d'après la presse, entre la vie et la mort le 11 février. Ça, c'est Pierre Palmade hier soir. Comment allez-vous, monsieur Palmade? Est-ce que vous êtes soulagé? Voilà. Bon. Apparemment, ça a l'air d'aller. Ça a l'air pas trop mal pour quelqu'un qui était entre la vie et la mort. On a l'avocat d'un des passagers qui était dans la voiture. Donc, une voiture qui était éclatée. On nous a dit les photos. On a vu les photos dans un premier temps. Il y a deux personnes qui étaient dans la voiture qui sont tirées en courant. Mais finalement, il n'y avait pas non-assistance à personne en danger. Mais on a retrouvé ces gars-là, mais on ne comprend rien. Et l'avocate qui s'est exprimée aujourd'hui, je vous donne une phrase, parce que ça dure 4 minutes, si vous voulez regarder, qui dit « Il n'a pas vu qu'il y avait une collision entre plusieurs véhicules. » Ah bon? Ah d'accord. Donc, on a ça déjà qui est incompréhensible. Le niveau de sordide a été poussé d'un cran, voire deux. C'est-à-dire que pour estimer les qualificatifs de poursuite, on est allé jusqu'à mener une autopsie sur le bébé qui a été perdu par l'une des femmes au volant d'un véhicule dans l'accident. On a été jusqu'à l'autopsie pour savoir si il serait né viable, il serait né vivant, ce qui qualifiait en homicide ou pas. Alors là encore, je ne suis pas jury, je ne veux pas outrepasser quoi que ce soit et dire n'importe quoi. Si on a des jurys dans la salle, peut-être que c'est une procédure courante. En tout cas, étaler médiatiquement de la sorte, ça semblait assez sordide. Donc voilà, je pense qu'effectivement, c'est la loi. Donc je ne veux surtout pas sous-entendre que ça a été exceptionnellement le cas pour Pierre Palmade, qu'on soit bien d'accord. Mais on a eu comme ça, voilà, cette succession d'événements jusqu'à... Et là, ça se corse. Alors, décidément, aujourd'hui, vous allez dire que c'est le thème, mais vous le savez, on en parle quand même pas mal ces derniers temps sur Juste Milieu. C'est un sujet qui me passionne autant qu'il m'horrifie, c'est la question de la pédocriminalité. Et dès le début, peut-être même que je l'ai dit dans le Juste Bistrot, je ne veux pas l'affirmer. En tout cas, j'ai un témoin, à savoir Edouard, on en a parlé, qui me subit au quotidien, et je lui ai dit qu'il était intéressant de voir que dès le début, à la suite de l'accident, on a eu des articles dans les médias qui étaient extrêmement précis, on avait des détails, il allait faire des courses, on l'a vu acheter des viennoiseries, on avait un amoncellement de détails extrêmement précis. En revanche, les deux passagers du véhicule ont, depuis le début, été décrits comme, je cite, deux jeunes hommes, soit DE, soit DEX, jeunes hommes. Mais on n'a jamais eu l'âge de ces gens-là. Alors, apparemment, maintenant que la police a mis la main dessus, ils seraient tous les deux majeurs, mais il y en a un qui était sous le coup d'une OQTF, apparemment, la tuile. Donc, il y a eu quand même, depuis le début, alors peut-être que c'est par parano, qui sait, peut-être même par complotisme, mais il y a quelque chose que je trouvais extrêmement gênant dans le déroulé des faits, cette histoire de perquisition, cette histoire de téléphone, si elle est avérée. On a eu une succession d'événements qui devenaient de plus en plus problématiques, avec une mobilisation, voilà, du showbiz qui disait « oui, bon, ça va, on savait ».
Puis on viendra après sur ce que je vous disais tout à l'heure. Mais voilà ce qu'on a appris. Hein. Il y a eu de nouvelles infos aujourd'hui. Je vous mets la séquence. C'était sur BFM il y a 1 heure ou 2. Oui, en fait, tout débute vendredi soir, vendredi dernier. Un homme appelle le 17 en disant qu'il détient des informations sur Pierre Palmade. Les policiers se déplacent pour l'entendre et là, il explique, donc cet homme qui s'appelle Patrick, il explique qu'il a passé plusieurs soirées avec Pierre Palmade par le passé, des soirées à caractère sexuel, dit-il aux policiers. Et lors de la dernière soirée en date, le 14 janvier dernier, il explique que Pierre Palmade aurait tenu des propos auprès de lui disant qu'il disposait, je reprends ces termes, disposait de 2 enfants de 7 et 9 ans qui lui permettaient d'assouvir des choses sexuelles. Il dit également que lors de cette soirée, Pierre Palmade lui aurait montré une vidéo pédopornographique sur son téléphone portable sans qu'on ne voie pour autant le comédien sur cette vidéo. Cet homme dit alors avoir voulu le dire à la police. La police lui a alors conseillé de se rendre au commissariat pour formaliser cette déposition. Et au vu des éléments qu'il a apportés, même si ce sont pour l'instant que ses propos, il n'a pas d'éléments tangibles à donner, au vu de ses propos, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête. C'est ce qui a été fait samedi. Et dimanche, cet homme donc a été entendu formellement par les policiers au commissariat. On a donc la brigade de protection des mineurs quand même qui est sur le coup, l'homme qui dit détenir des images, qui dit détenir des choses comme ça. Et là, ça se corse, quoi. Et là, ça devient compliqué. Alors, je préfère franchement me planter dans ce que je vais vous dire, mais autant vous livrer tout de suite ce que j'ai dans la tête. Je donne pas 10 jours. J'ai dit 5 tout à l'heure, en coulisses. Je donne pas 10 jours avant que la version soit invalidée, que l'homme était un ancien amant de Pierre Palmade qui voulait se venger, et ou que devant la fragilité des faits, les poursuites sont abandonnées. Je donne pas 10 jours avant qu'on ait ça. Hein. Vous pouvez garder la séquence, vous pouvez enregistrer la cassette. Je donne pas 10 jours. Donc, ça devient mais, sordidissime, vraiment sordidissime. Tout ça avec un traitement cirquesque, je sais pas comment on dit, mais on est à 2 doigts, et attention, parce que ça arrive dans les jours, ça peut être demain, hein, on est à 2 doigts d'un Jean-Marc Morandini qui fait une séquence chez lui sur ça, sur la potentielle détention d'images pédopornographiques de Pierre Palmade. Jean-Marc Morandini poursuivi et condamné pour détournement de mineurs. Donc, on atteint des niveaux, je veux dire, où la morale, tu la fous dans ton coffre, direction les vacances. C'est terminé. C'est terminé. Le traitement médiatique jusqu'à présent, c'était presque à se demander si la victime n'était pas Pierre Palmade. On a eu une marche à Paris. J'espère que c'était un faux. Mais j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. J'ose espérer que c'était une fake news. Mais on a des éléments. Il y a eu potentiellement, voilà. Alors je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai. Une marche en soutien à Pierre Palmade avec le hashtag homophobie, que pardon serait lié à l'homophobie. J'espère franchement que c'est une connerie, que je vous dis une bêtise. On a eu le Parisien. Ça, pour le coup, c'est un peu moins une connerie. Voilà, hein, les gens dépendant de la cocaïne, une maladie chronique qui se soigne, on comprend la charge émotionnelle vu le drame qui s'est produit, mais il ne faut pas céder à l'émotion. Donc on a, une fois de plus, un immense narratif qui se crée dans les médias, où c'est à se demander si le véritable coupable de cette affaire n'est pas la cocaïne, en tant que telle, et que, bon, en fait, Pierre Palmade est une victime dans cette histoire. Alors, c'est étonnant de voir que d'un côté, on a ça, de l'autre côté, il y a maintenant les images de détention d'images pédopornographiques qui arrivent. C'est un cirque médiatique, mais vraiment un cirque, mais sordide. Et là où je voulais en venir, le timing est plutôt bon, là où je voulais en venir, avant de vous faire une petite critique sinoche sur Babylone, vous allez voir, c'est un peu plus tiré par les cheveux sur le deuxième, mais là-dessus, je veux quand même vous donner des éléments parce que ça me rend fou ce qui est en train de se passer. Dire où on voit nos médias et certains des proches de Pierre Palmade qui se mobilisent, presque c'est de la faute des victimes d'avoir été dans les véhicules au moment de l'impact.
On a une forme de mobilisation qui confine à la banalisation. C'est que, bon, dépendance à la cocaïne, dépendance à l'alcool, dépendance au Nutella, vous savez, c'est que la substance qui change. Euh, on parle de prestations tarifées, enfin, il y a un grand paquet d'éléments qui sont cachés, enfin, qui ont été sortis mais qui ont disparu aussi vite. Tout ce qui est prestations tarifées, tout ce qui est drogue chimique, liée au chemsex. Vous savez, au départ, on parlait de relations sexuelles sous substances chimiques. Ça, on n'en parle plus. Maintenant, il n'y a que la cocaïne. Enfin, on a agité énormément de choses. Alors, merci. Je passerai le pseudo parce qu'il est franchement pas dans le thème. Mais merci pour le subprime du 7e mois. On a énormément de choses, voilà, qui se mobilisent avec une normalisation des problèmes. On a des membres du showbiz qui l'ont toujours couvert depuis le début, malgré leurs grosses larmes de crocodile qui arrivent et disent « Ah, franchement, on ne savait pas qu'elle allait rechuter. » Bubule, qui sont sortis du bois pour le couvrir. Maintenant, on va commencer à rigoler, alors on va rire jaune, c'est que maintenant qu'il y a cette histoire de détention d'images pédopornographiques, on va voir s'ils sortent du bois. Parce que de soutien larmoyant, ils sont en train de passer au statut de complice. Donc là, il va falloir faire attention. Là, on va les voir sortir du bois. Les Isabelle Mergo, les Muriel Robin, toute la clique, là. Toute la compagnie. Là, on va voir. Enfin, Macron 2021, cher ami, je me demande si c'est pas une vanne que tu fais, parce que tu glisses encore des pédophiles, il y en a partout, de tout milieu, toute religion, sur toute la planète, c'est ça le drame. Enfin, je suis pas sûr qu'on t'a attendu pour dire des banalités comme ça. En l'occurrence, là, on parle d'une affaire. Enfin, je me demande si c'est pas une vanne que tu fais petit à petit, mais bon, qu'importe. Voilà, tous les gens qui sont venus en soutien, on va voir si cette histoire de pédopornographie se vérifie, mais on va voir. Et enfin, parce que là, ça va devenir cocasse. Si tu veux, de les voir faire marche arrière aussi vite, ça va être cocasse. Donc on a une sorte de mobilisation malsaine, parce que dire, ces gens-là qui n'ignoraient pas les penchants de Pierre Palmade, aussi bien sur les substances que sur les rapports, comment dire, ne les ignorait-il pas au point de les partager? Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent comme ça. Difficile de penser que Pierre Palmade était un loup solitaire dans cette affaire-là. Et ce qui me rend assez zinzin, c'est quand je vous parle tout à l'heure, quand je vous parlais de normalisation des... Ouais, mais Macron 2021, c'est une vanne. Ouais, c'est pas le sujet. Je suis pas le dernier à ricaner, mais là, tu vois, je suis dans le vif. Donc là, tu vois, voilà, bon, bref. Quand on parle de normalisation de la décrépitude des élites, on est en plein dedans, parce que cette affaire, Pierre Palmade, elle ne fait pas naître une sorte de prise de conscience morale de la société, où on se dit « Ah ouais, quand même, attention à machin, à bidule ». Non, on a Gérald Darmanin, jamais avare d'une occasion de montrer sa truffe, qui débarque et qui explique que, voilà, c'était dans le journal du dimanche d'hier, alors Gérald Darmanin annonce notamment que les contrôles routiers seront sensiblement augmentés cette année. Je propose le retrait des 12 points du permis de conduire pour toute personne qui conduit alors qu'il a consommé de la drogue. Mais ce monsieur fait partie, est membre d'un parti politique dont l'un des députés s'est fait chipper par Mediapart en consommant de la cocaïne. On en a parlé au milieu de l'émission. Et là, donc, Pierre Palmade se fait chipper dans un drame terrible où ses penchants sont connus depuis 20 ans, pour pas dire 30, où il a déjà été condamné par le passé. Il y a un cas de récidive qui n'est absolument pas problématique. Là, il est en attente de jugement, mais il est assigné à résidence avec un bracelet en attendant la condamnation. Et en fait, le problème devient national. C'est-à-dire qu'on a un membre des élites, qui a été, des élites en l'occurrence culturelles et médiatiques, qui a été couvert par un bon nombre de ses pairs, où tout a été passé sous silence et où on a enlevé la gravité pour éviter que ça fasse mauvais genre et que ça vienne entacher ses copains. Et le mec se fait pincer et ça devient un problème national, en fait. Mais il va falloir arrêter avec ça. Il va falloir arrêter. Et c'est pour ça que je pense que le vrai problème, je me faisais la réflexion avant de dormir hier, le vrai problème, c'est que le programme politique d'Emmanuel Macron,
On est d'accord, on n'est pas d'accord. Fondamentalement, il ne fait qu'exécuter ce que les autres auraient fait aussi vis-à-vis de l'Union européenne. Donc presque, je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas grave, qu'il n'y a pas de problème, mais pour moi, le cœur du problème n'est pas là. C'est que, regardez, depuis 2017, l'affaiblissement des exigences morales de notre pays. Ça avait commencé avec le terrorisme, où on sentait que petit à petit, ça glissait vers le fait divers. Et désormais, les affaires de mœurs ne sont plus que des faits divers, désormais. Drogue, sextape avec Benjamin Griveaux, abus dans les médias, abus de fonction. Un Gérald Darmanin a abusé de sa position de pouvoir pour avoir une relation sexuelle avec une femme quand il était maire de Tourcoing. Et il est toujours en poste. Et ce monsieur, il est toujours là à expliquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais je pense que le vrai drame des mandats d'Emmanuel Macron, c'est ça. C'est cet affaiblissement des exigences morales de tout un pays. Et en tout cas de ses élites, en l'occurrence médiatiques, culturelles et politiques. Financières, il faut voir. Mais regardez toutes les affaires sur lesquelles on est passé parce que ça va, tu vois, ça va. Aujourd'hui, tu as un Jean-Marc Morandini qui est à la télé, qui a été condamné pour détournement de mineurs. Il a fait appel, donc il n'est pas définitivement condamné. Mais il y a une normalisation de tout ça. Pierre Palmade qui est chippé en train de consommer de la cocaïne quand même dans des quantités assez solides, parce que à tel point qu'il a été condamné il y a quelques années. Donc, je veux dire, bon, on ne parle pas de 3 dragibus au dessert. Le problème, c'est même pas ça, en fait. C'est même plus ça. Mais l'affaire Pierre Palmade, il y a 15 ans, mais c'est terminé. Le mec, il a plus de carrière. C'est terminé. Il disparaît, il va en prison. Et pour moi, le vrai danger, ce qui aujourd'hui m'angoisse franchement, c'est ça. C'est la normalisation de ces problèmes-là. Et attention jusqu'où ça va aller. Parce que là, l'enquête est en cours. Il n'est pas condamné, à mon avis. Il ne le sera jamais sur ce motif-là. Mais la détention d'images pédopornographiques, c'est pareil. Ne serait-ce que cette rumeur-là, il y a quand même une enquête qui est ouverte. Hein. Cette enquête-là est ouverte il y a 15 ans. Mais c'est un drame national. Et aujourd'hui, l'affaire Pierre Palmade, à la une du JDD, du journal du dimanche, je vais vous la montrer. Voilà, révélation dans l'affaire Palmade. Pourquoi il n'a pas été placé en détention? Gérald Darmanin annonce la création du délit d'homicide routier. En 2021, le comédien et un de ses passagers avaient déjà été impliqués dans une affaire de stupéfiants. C'est du fait divers. Et on va venir vouloir faire chialer l'opinion publique en disant, mais vous savez, finalement, les victimes ne sont pas celles que vous croyez. C'est terrible, quoi. Désormais, le coupable sera d'abord coupable d'avoir eu un couteau dans la main. Donc, ça devient sidérant. Et pour moi, l'effondrement moral est là-dedans. Alors que, et c'est très américain, hein, on peut en parler, et on va en parler d'ailleurs après. Dans le même temps, on a médiatiquement, on a une exigence morale qui a explosé. C'est MeToo, c'est Balance ton porc, c'est toutes ces choses-là. On fait mine d'avoir une exigence morale plus solide, plus rude que jamais, pour qu'en fait tout le monde s'en mange en coulisses. Tout le monde s'en mange en coulisses. L'affaire MeToo, elle est née du monde du cinéma. C'est Hollywood. Est-ce que vous pensez franchement que depuis que Weinstein a dégagé, c'est devenu un couvent, le truc? Tout le monde s'en mange en coulisses. Quentin Zorc le dit très bien, une fois de plus, c'est l'effondrement de l'exigence occidentale. Le reste du monde n'est pas ainsi. Et là, je te rejoins, sans faire d'orientalisme ou quoi que ce soit, à l'image d'un René Guénon, si vous voulez lire des bouquins sur ces réflexions-là. La différence entre tradition et modernité, un bouquin formidable si vous avez l'occasion, l'exigence s'écroule. Et Miyokushi m'a vu venir, transition sur Babylone. C'est le film. Voilà, la transition est toute trouvée. Je voulais donner ces éléments-là. Bien sûr, je ne rapproche pas de l'affaire Pierre Palmade, et encore que sur l'aspect moral et exigence morale un petit peu, je vous mets la bande-annonce du film. Alors attention, il y a des nibards, on va peut-être se faire avoir par Babylone. Ah, il est con. Ah. Oui, mais c'est la bande-annonce, moi j'y suis pour rien. Hein. T'as toujours des idées chics, toi. Ben, j'ai vu, c'est le Cinoche, regarde. Je suis sur Paramount Pictures France, donc normalement c'est bon, ils font gaffe. Là, je vous mets la bande-annonce, et après on en papote. Et toi alors? Pardon? Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, où est-ce que tu irais? Je vais faire partie de quelque chose d'exceptionnel. J'adore cette réponse. Quelque chose qui reste, qui a vraiment du sens. Quelque chose de plus important que la vie. Ouais.
C'est inscrit dans les étoiles. Je suis une étoile. Si j'étais riche, moi, je dépenserais tout mon argent dans des trucs marrants, pas des trucs emmerdants comme les impôts. Tout ce que je voudrais, c'est que tout le monde fasse la fête. Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes « Interdit aux acteurs et aux chiens ». J'ai changé la donne. Êtes-vous prêts pour quelque chose de nouveau? Waouh! Tranquilo, tranquilo, señor. Bon, vous avez compris le concept, on va pas se faire les 2 minutes. Donc l'histoire, pour vous la résumer, c'est une plongée dans le Hollywood des années 20 et tous les excès terribles qu'il pouvait y avoir dans ce monde-là du cinéma, ce monde naissant du cinéma. Et ça raconte en arrière-plan la transition du cinéma muet vers le cinéma parlant. Alors, tu vas me dire, ça s'appelle The Artist. Oui, je sais. Mais bon, tu te fais pas chier avec un scénario. Quand tu t'appelles Damien Chazelle, tu as fait La La Land, tu as eu un Oscar, parce que tu as ressuscité le style de la comédie musicale, donc à la limite, c'est très bien. Et là, tu es devenu la nouvelle coqueluche, l'une des nouvelles coqueluches d'Hollywood. Tu as du pognon, tu fais un film avec Brad Pitt, Margot Robbie, et tutti quanti. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je ne vais pas vous spoiler, parce qu'en fait, y a pas, l'histoire est à chier, hein, je ne vais pas vous mentir. Alors, attention, petite alerte, la chronique que je vais vous faire, c'est pas les cahiers du cinéma, hein, c'est juste bistrot. Donc, je ne suis pas Pierre Tchernia, voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Ceux qui veulent une analyse poussée de la colorimétrie du film, c'est pas là, ils sont plantés. Voilà, comme quand tu veux te mettre une timbale, tu vas pas dans un salon de thé. Voilà, c'est un petit peu pareil. Donc, moi, je vais vous parler cru, je vais vous parler tartare, comme on dit. Donc, ce film, le scénario est nul à chier, hein. Y a Bubule, voilà. La musique est formidable. C'est peut-être la seule chose que j'ai envie de sauver. La musique est vraiment très très chouette, mais c'est tout. Le reste est une énorme merde et c'est pire que ça. Je vais tenter de vous expliquer. Donc il y a cette plongée dans les années 1920 d'Hollywood. Le film s'ouvre. Alors, je vous donne le contexte. Damien Chazelle, donc je vous l'ai dit, un nouvel coqueluche du cinéma américain qui a fait La La Land, qui a fait White Splash, qui a fait First Man avec Ryan Gosling notamment. Et là, donc, l'idée, c'est vraiment, voilà, on fait la fête avec une scène de 30 minutes qui ouvre le film, qui rappelle effectivement le Loup de Wall Street, mais n'est pas Scorsese qui veut, qui rappelle également, sur certains plans, le Gatsby de je sais plus qui l'a réalisé, je crois que c'est pas Baz Luhrmann ou quelque chose comme ça, bon, qu'importe. Et là, Damien Chazelle, pour vous donner le contexte, avant de vous parler du film en tant que tel, Damien Chazelle s'appuie sur, il l'a dit dans un interview, dans un papier pour Première notamment, il s'appuie sur un bouquin qui s'appelle Hollywood Babylone, écrit par Kenneth Anger en 1959. Et ce bouquin, aussi sympa soit-il, avait été démonté à ce moment-là, parce qu'on dit, hein, je vous lis l'extrait de Première, l'ouvrage compile mythes, légendes urbaines et semi-vérités. Les scandales les plus choquants d'Hollywood y sont répertoriés et la liste s'agrandit au rythme des éditions suivantes. Kenneth Anger s'est présenté à l'époque comme un historien, mais les récits décadents dont il a fait part sont aujourd'hui largement considérés comme de pures inventions. Alors, Miyokushi le dit très bien, on a une mise en scène de la débauche, qui est vraiment le fil rouge du film. Sur fond de transition, comme je vous l'ai dit, du cinéma muet vers le parlant, mais en vérité, c'est l'équivalent d'un mec qui va en rendez-vous Tinder, qui met un nœud pape, alors que sa seule volonté, c'est à la fin de la soirée, faut ken. Voilà. Là, c'est un petit peu pareil. Babylone fait mine d'avoir un scénario, en fait, tout le monde s'en cire. Le scénario est éclaté au sol, il a été vu et revu des milliards de fois. C'est le scénario de Chantons sous la pluie, alors que le film le dit, tu vois, Chantons sous la pluie, c'est la même histoire, mais nous, on met des nibards, donc ça n'a rien à voir. Donc, le scénario est tout pété. Et pourquoi je vous parle de ça? Quand je vous parle je reconnais que ce que je vais vous dire est sûrement tiré par les cheveux, mais on en papote, et voilà, ceux qui l'ont vu ou pas, et puis même, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas, je reconnais volontiers que c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'y trouve quand même un lien, parce que on a donc un Damien Chazelle qui s'appuie sur un livre qui a été ouvertement critiqué, c'est-à-dire que le Hollywood des années 20, oui, il y avait des excès, oui, il y avait de la débauche, mais c'est pas ce qui est dit dans le film. Enfin, la scène d'ouverture de Babylone, les 30 premières minutes du film,
il y a des... Je veux pas faire mon prude, hein, qu'on soit bien d'accord. Attention, hein, je suis pas le dernier pour un bon petit boulard. Hein. Mais on a des scènes ouvertement pornographiques dans ce film, qui durent pas 45 minutes non plus, je vous l'accorde. Mais t'as des gars qui s'en mangent, t'as du nibar en veux-tu, en voilà. Le film s'ouvre, alors quasiment au bout de la 4e ou 5e minute, il y a un personnage qui est décrite comme une adolescente. Je l'ai vu en VO, sous-titré français, pas folle la guêpe. En tout cas, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, elle est décrite comme une adolescente. Moi, je fais confiance en film, à 3 ou 4 reprises dans le film. Elle pisse sur la gueule d'un mec, en fait. Voilà, pour vous dire, voilà, ça c'est au bout de 4 minutes. Elle urine sur la gueule d'un gros atroce qui a des délires un peu chelous. Donc voilà, une adolescente d'ailleurs qui meurt d'overdose. C'est le début du film, je spoil rien. Donc déjà, tu te dis, tiens, ça commence très bien. Ça commence très très bien. Et les 30 premières minutes du film ne sont que ça. À un moment donné, tu as un nain sur un zizi à ressort, duquel sort une substance qui évoque largement le sperme. Voilà, voilà. C'est Babylone. C'est la folie, c'est la débauche, mais la débauche dans des dimensions qui ne sont pas celles du réel. Alors, première objection, on va dire, oui, mais Rémi, peut-être que Damien Chazelle, il a voulu raconter un Hollywood fantasmé qu'il n'a pas connu. Forcément, le gars, il a 31, 34 ou 35 baloches. Oui, mais dans ce cas-là, soit tu fais... Vous savez toute mon aversion pour l'autofiction, soit tu fais un vrai film, soit tu fais un film de fiction. Sauf que dans le film, je veux bien l'argument de... il fantasme à Hollywood. Sauf que dans le film, on croise des personnages qui s'appellent Buster Keaton, qui s'appellent Greta Garbo. On a des personnages qui ont vraiment existé. Donc on navigue entre le réel et le fantasmé dans un choix qui pour moi est malhonnête. Et pour vous livrer le fond de ma pensée, qui est une forme de nostalgie vis-à-vis des turpitudes morales, vis-à-vis d'un niveau de débauche qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. Et franchement, tout le film, c'est ça. C'est de la cocaïne par saladier, héroïne et autres drogues. Hein. Il y a une scène où il montre un placard où il y a tout ça. Tout le monde s'en mange en fin de soirée. Alcool à gogo, alors ça, ça c'est pour les enfants. Hein. Alcool à gogo. Il y a un personnage, à un moment donné, qui est une sorte de journaliste qui tire un petit peu les ficelles du monde du cinéma. Il y a textuellement, il y a un personnage, donc cette journaliste à un moment donné qui dit où est-ce que met Monsieur White Splash, ou je ne sais plus comment il s'appelle, le personnage principal joué par Brad Pitt, elle dit où est-ce qu'il met les adolescentes, est-ce que c'est à l'étage, fin de citation. Donc on a quand même pas mal de petites références à ça, la drogue, l'alcool, la débauche, les rapports sodomites, la totale en fait, la totale si tu veux. Et j'ai lu, pour préparer le truc, parce que je suis pas là juste pour gueuler, j'ai lu ce que dit Damien Chazelle dans la presse, et lui évoque, il y a un aspect nostalgique, tu vois, des turpitudes de cet Hollywood qui n'existe plus. Et pour finir ma petite réflexion, ce qui est intéressant quand même, c'est que on est d'accord que le mouvement MeToo est issu de Hollywood. Je ne dis pas qu'il a été créé par Hollywood, c'est qu'il vient d'Hollywood. C'est-à-dire, on a en majeure partie des actrices qui ont témoigné, ont libéré leurs paroles quant aux agissements d'un des plus gros producteurs de ciné américain, à savoir Harvey Weinstein, sur un système organisé où le mec leur proposait des rôles en échange de passer à la casserole, en gros. Ok, dont acte. On a une idéologie occidentale, moderne, qui a été reconfigurée après ça. C'est-à-dire que de MeToo, on a vraiment ouvert de très grandes réflexions, de grands chantiers sur la nécessité de reconsidérer le rapport des hommes entre les femmes, où ça devenait un problème universel, et à juste titre, mais universel, pas tant que ça, parce qu'on a bien vu que MeToo n'a pas franchi les frontières des territoires reculés, où la caissière du Lidl se fait toujours insulter sur le parking en fin de journée. Tu vois. Donc on a d'un côté le cinéma américain, qu'on va caricaturer en appelant Hollywood, parce que c'est le sujet du film. On a Hollywood qui s'arroge le droit de reconfigurer l'idéologie des gens, et à grand renfort de films. C'est-à-dire que la petite sirène, elle va être noire dans le prochain film en image réelle, là. Enfin, réelle, elle n'existe pas, la petite sirène, arrête, mais bon, bref. Disney, ils ont fait le dessin animé, là, ils font le film. Elle est noire, parce qu'en fait, Hollywood est engagé.
Disney Hollywood, oui, c'est pas complètement d'accord, je suis d'accord. Complètement pareil, d'accord. Mais ils sont capables tu vois, de fixer les lignes. C'est d'ailleurs le rôle d'Hollywood d'être une représentation de la pensée américaine, quoi. C'est tellement Hollywood qu'ils ont fait un film sur l'affaire Weinstein. Il s'appelle She Said, qui est peut-être sorti déjà en France ou pas, je sais plus. Les mecs sont tellement bons que l'affaire n'est pas finie, elle n'est pas encore complètement jugée, qu'ils ont déjà fait un film pour fictionnaliser une affaire qui a pu naître en leur sein. Enfin, c'est Hollywood, c'est vraiment Hollywood. Et donc les mecs sont devenus en fait des sortes de McCarthyistes 2.0 à devenir enfin, à s'autoproclamer les responsables de la censure. Et ceux qui arbitrent, qui te disent, bah maintenant dans les films, on va mettre tel genre de personnage, on va mettre ci, on va mettre mi, parce qu'il faut penser comme ci, comme ça. Et là, t'as Babylone. Pusher, je mets sur la tête du film, j'y étais hier soir. Mais t'as Babylone qui débarque, et là, je vais être un peu vulgaire. S'il y a les administrateurs de Twitch, regardez l'oiseau là-bas. Et qui vous disent, c'est vraiment comme ça que je l'ai reçu en tant que spectateur. T'as tous les financiers derrière Babylone, parce qu'il faut du pognon. T'as Brad Pitt, Mark Bogorobi et compagnie. Il faut du monde. Là, il faut du monde pour faire le film. T'as le studio, t'as les financiers, t'as le réalisateur qui vous disent, mais les gars, on vous emmerde. En fait, on vous emmerde. C'est-à-dire que toi, tu fais un pauvre film en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, où tu veux. Tu fais un pauvre film où on voit un bout de nichon, tu peux être censuré. Et t'as la presse sur le dos. Parce que c'est une tannée, parce que c'est pas bien, parce que balance ton porc. Là, le film, mais c'est tout l'inverse du discours tenu depuis MeToo. Mais vraiment, on a des femmes objets, en veux-tu, en voilà, la sexualisation de la femme à son paroxysme, on a des images ouvertement pornographiques à l'écran, pour l'inclusivité, tu repasseras en fait. Voilà. C'est comme si tu cherches l'humour dans le dernier Astérix, c'est pas là qu'il faut aller. Babylone, il est où le gros en fait? Il est où l'handicapé? Il est où le moche? Elles sont où les femmes un peu pas belles? Non, là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas du tout. Donc, ça dégage. Hollywood t'a imposé tout ça pour mieux, avec Babylone et ce genre de film, te dire, non, mais en fait, ça ne concerne pas nous, les gars. Nous, on fait ce qu'on veut. Nous, voilà. Effectivement, il y a un gros, au début, c'est un mec qui se fait pisser dessus. Faut-il le prendre au pied de la lettre? Vous avez 3 heures. Donc, rien ne va, tu vois, rien ne va. Et je pense franchement qu'il y a un message qui est celui de « on vous emmerde ». On vous emmerde parce que nous, on va faire un film nostalgique sur ce qu'Hollywood n'a pas vraiment été, mais c'est pas grave, parce qu'on va raconter notre Hollywood à nous, on va déconstruire Hollywood, et on va raconter que c'était comme ça, et que la nostalgie, ben, ça a quand même un petit peu du bon, et que parfois c'est bien d'être nostalgique. Et donc tu racontes à Hollywood qui est fantasmé, voire mensonger. C'est-à-dire que l'actrice qui est jouée par Margot Robbie, qui s'inspire d'une vraie actrice qui existait dans les années 30, c'est pas du tout pareil. La meuf, elle est complètement dingue. En gros, c'est Harley Quinn. Ceux qui ont vu les films où il y a aussi Margot Robbie, là, c'est Harley Quinn. Elle est complètement dingue, elle rit comme une zinzin, elle se trémousse en veux-tu, en voilà. On voit son cul un plan sur deux. Tous les gens dans le film, je sais pas ce qu'ils ont, mais là encore, je vais être un peu cru, ils veulent lui mettre des choses dans le poussi. À un moment donné, ils veulent mettre de l'acide, à un moment donné, ils veulent de la cocaïne. Il y a plein de blagues sur le poussi du personnage de Margot Robbie. Et c'est ça tout le long. C'est ça tout le long. Tout le long. C'est de l'excès, des scènes qui servent à rien. La scène avec le serpent, je sais pas ce que ça fout là. Ah oui, et puis c'est de l'humour de bourgeois aussi en fait. Parce que comme eux, visiblement, avec ce genre de film, sont nostalgiques des décrépitudes d'Hollywood, c'est-à-dire de l'écroulement moral des élites à ce moment-là, en tout cas tel qu'ils le disent dans leurs films, donc c'est-à-dire on se pisse dessus, on se drogue, tout le monde s'en mange. Apparemment, Damien Chazelle est nostalgique de cette société-là. Donc s'il avait le pouvoir de la faire revenir, le ferait-il? Et en plus, c'est de l'humour bourgeois en fait. Parce que toi, on t'a dit camping, c'est beau. Là, par contre, je prêche pour ma paroisse. Et première scène, au bout de 1 minute 30 de film, je vous jure que c'est vrai. Il y a un éléphant qui fait caca, en fait. Parce que c'est drôle, le caca d'éléphant. Et t'as un gros plan sur l'anus de l'éléphant. Et ceux qui ont vu le film peuvent le dire dans le chat. J'étais hier, donc c'est frais. Enfin, de la mémoire, pas le... rien à voir, arrête. C'est dégueulasse. Donc c'est drôle, en fait. L'éléphant, il fait caca. Puis après, au bout d'1 heure et demie, t'as une scène où 2 personnages parlent dans les toilettes. Et t'as quelqu'un hors champ qu'on voit pas, qui est dans un toilette, on l'imagine, qui fait prout. Il pète, en fait, il pète.
Et c'est drôle. Voilà, ça, c'est super. C'est le gag, en fait. C'est le gag du film, en fait. Et il pète, donc c'est drôle. Donc, voilà, en fait, entre quoi navigue ce film, qui a été présenté comme voilà, la grosse machinerie de fin d'année, enfin de début d'année, qui a été un flop aux États-Unis, flop monumental, ce qui est étonnant d'ailleurs. Par contre, ce qui a été un gros succès en France. Les notes sur Allociné sont assez dingues, hein. Je faisais un tour hier. C'est intéressant parce que ça laisse personne indifférent, quoi. Tu vois, presse 4, spectateurs 4,2 sur 5. Et tu prends les trucs spectateurs, c'est soit du 5, soit du 1, voire 0, tu vois, ou 2. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Donc, je voulais vous en parler. Alors. Non, mais justement, allez le voir, et c'est intéressant. Je vous dis pas ça pour au contraire. Je vous dis pas ça pour vous dégoûter, au contraire. Faut aller le voir. Hein. C'est important de savoir de quoi on parle. Enfin, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure pour faire le lien entre les deux sujets. C'est que je crois qu'on assiste vraiment à une décrépitude morale des élites, enfin de certaines élites et de certaines personnes des élites, qui envisagent bien d'entraîner tout le monde dans leur chute, quoi. Mais vraiment, parce que Babylone, vous mettez pas Brad Pitt, vous mettez pas Damien Chazelle à la réalisation, vous mettez des kidams qui démarrent leur carrière, mais c'est une énorme merde. C'est une énorme merde. Et les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de dégénéré qui raconte un Hollywood qui n'existe pas, avec des personnages qui n'existent pas. Enfin, ça ne va pas, en fait. Et parce que c'est Damien Chazelle, parce qu'il y a Brad Pitt, on vient hurler au chef-d'œuvre. Il y a des scènes sympathiques, il faut que je sois aussi de bonne foi, ça arrive. Effectivement, la scène d'ouverture, la danse de Margot Robbie, il y a une scène qui est jolie. La photographie, il y a des moments sympatoches. Mais le reste, c'est une tannée pas possible, quoi. C'est une tannée pas possible. Donc, tout ça pour dire que, quel que soit le côté de l'Atlantique, gardons ce bon sens populaire, gardons ces exigences morales qui font que non, la cocaïne, c'est pas bien, que non, violer des gosses, c'est pas bien, et que non, s'en mancher en fin de soirée, qui veux-tu, avec qui veux-tu, sous drogue, sous machin, c'est pas bien, en fait. Et attention, parce qu'une société qui n'a plus de morale, c'est une société qui légifère sur tout. C'est-à-dire que quand les gens n'ont plus le recul de se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, sans que la loi vienne leur taper sur les doigts en disant attention, t'as vu, on a fait une loi pour te dire que c'est pas bien, tant que les gens n'ont plus ce socle commun et partagé on va dire de digue morale, là ça devient chaud. Là ça devient très très chaud. Donc on verra. Alors, je prends les amis du chat, hein, parce que je vais bientôt filer. Tu vois, on les aura faites les deux. Ami 25400 qui dit 1920 Hollywood, c'était sûrement comme ça. Je te dis pas que c'était le clergé à Hollywood. Et encore que, d'ailleurs, ça pourrait être pire le clergé à certaines époques. Mais là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Chazelle reconnaît lui-même qu'il s'est appuyé sur un livre où le Hollywood était complètement fantasmé et beaucoup de choses étaient racontées qui n'ont pas existé. Et qui n'existaient pas. Donc, tu vois, c'est compliqué de faire un film en se basant sur la biographie de Clara Morgan et de raconter qu'elle a été vierge toute sa vie. Voilà, hein, avis aux amateurs, parce qu'on est dans le thème. Donc je pense que voilà, faut être prudent là-dessus maintenant. Voilà, c'est mon analyse. J'avais prévenu, hein, c'est pas le cinoche. Hein. Alors il y a qui dit Chazelle est bien de son époque en ceci qu'il veut en mettre plein la vue et faire le malin. Ouais, alors c'est vrai aussi. Il y a un peu de ça, mais à la rigueur, pourquoi pas, tu vois, parce que le Loup de Wall Street, même le Gatsby, alors pour le coup, que j'avais trouvé moche aussi, mais t'as cette volonté. Tu vois, les films de Baz Luhrmann, ça t'en met plein la tronche, le nouvel Elvis, là. Super, j'ai vu 2 fois, j'adore Elvis Presley. Mais ça en met plein la gueule, mais c'est pas mal. Enfin, en tout cas, j'avais bien aimé, de manière tout à fait subjective, j'avais bien aimé. YGE qui dit pas un peu moralisateur tout ça. Bah, non, je vous donne mon petit avis, cher ami. Je vous donne mon petit avis. Loin de moi l'idée d'imposer justement ça à tout le monde. Hein, et ce qui est d'ailleurs pour éviter que cela s'impose à tout le monde, que je propose à chacun, tu vois, de garder ce petit recul par rapport à ça. Après, si c'est moralisateur de dire que prendre de la cocaïne et aller faire des accidents, on a le droit,
Avoir des photos pédopornographiques, on a le droit. Enfin, moi, je veux bien. Hein. Si la débauche, si chacun a le droit à la débauche, moi, je veux bien. Hein. Mais je reconnais que c'est pas la société que j'envisage. Je le dis. Non, papote. C'est important. Donc, les amis, voilà, on arrive gentiment au bout. J'ai fait tout mon script. Hein. Il y avait de la route. Hein. Là, je vais pioncer. Là, j'en peux plus. Là, j'en ai plein le slip, comme on dit. On va pas tarder. On va pas tarder. On a fait un bon petit live, les copains. Bon petit tous ensemble. On va se quitter là-dessus avec une semaine encore chargée. Semaine qui va s'arrêter jeudi soir. Ah oui, parce que je vous l'ai dit, dimanche, je suis à France-Écosse, le rugby. Donc là, j'ai pas le choix. Là, c'est obligation professionnelle. Donc, on va se retrouver demain sur Twitch, bien évidemment. Juste Bistrot, à partir de 16h45, 17h. On va voir ce qu'on peut bricoler. L'affaire tranquille, mercredi, bien sûr. Et mercredi, soyez au rendez-vous. Surprise, je serai en direct sur une autre chaîne, je peux pas encore dire, à 18h. Voilà, sachez-le. Et jeudi, on finira la semaine ensemble avec un petit Juste Bistrot. Et puis voilà. Et puis on se retrouvera lundi, voire mardi. On va voir selon le résultat du match. Donc voilà ce qu'on peut dire. J'espère que ça vous a plu, les amis. C'était un peu sec hein, aujourd'hui, un peu musclé, mais c'est bien aussi par moment là de s'en mettre plein la gueule, tu vois, pour papoter, toujours pour débattre. Donc les copains, je vous embrasse. Merci d'avoir été toujours aussi nombreux. Ça c'est chouette, ça fait plaisir. Je vous salue bien bas. Je vous dis à demain en pleine forme. Voilà. Vive la rigolade, vive la France. Vive Camping 2. Voilà, ça c'est du vrai cinoche. Allez, bonne soirée.